Est-ce qu'on nous entend finalement? Ça y est, on entend. Nice. Bah, tant qu'on m'entend pas que ma tronche. Alors, on sera deux ce soir pour le Twitch. Moi, donc vous voyez la magnifique caméra dans mon appartement avec le linge qui sèche. Et notre cher Sam qui est la petite image de caribou de Frères des Ours en dessous, qui n'est pas animé, grand malheureusement. Et avec nous, donc on sera à deux des intervalles pour faire la modée. Et en parallèle, on sera plusieurs représentants de syndicats. On a Jean-Luc qui est en train de finir de préparer son repas, ce qui fait que vous ne voyez pas sa tête actuellement à l'écran. On a Zacus avec sa magnifique image de Kirikou qui est dans son bol en train de tremper. On a Thomas du SPIAC qui est avec nous avec sa petite casquette CGT. On a Cédric de la CNT qui, lui, a sa caméra et qui a son magnifique drapeau derrière lui. Et Vincent, également de la CNT, qui a choisi cette petite image de squelette punk dansant. Toujours sympathique aussi. On a en plus un programme un peu chargé, mine de rien, parce qu'on a plein de sujets à aborder ce soir. Pas mal de sujets d'actu, pas mal de sujets d'actualité et des syndicats et du secteur en général, dont on va découvrir si les syndicats le traitent ou pas actuellement. Ça va être un peu la surprise. Et puis, l'idée, ça va être justement... Oui, le live sera en rediffusion, pardon, je vois Estelle. Le live sera disponible d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube, après coup aux intervalles, comme on le fait à chaque fois. Et on va essayer de mettre des sous-titres propres et pas automatiques, parce qu'avec nos idiotismes de langage, parfois, le sous-titre automatique, il marche pas très bien. Et ouais, donc beaucoup du coup d'actu syndicales, et on va pouvoir voir ensemble déjà, vous allez peut-être pouvoir présenter vos syndicats. On va laisser le temps que Jean-Luc arrive. Ah bah tiens, bonsoir Jean-Luc. Et on va pouvoir commencer à se présenter. Alors je vais dire, pour une fois, honneur à la droite, la CNT si vous voulez vous présenter. Juste avant, petit récap, les syndicats présents sont tous des syndicats avec des branches dans l'animation. Il existe aussi la CFDT qui a une branche anime, on les a invités, ils n'ont pas répondu, ils ne sont pas venus, mais ils étaient, voilà, c'est juste pour préciser qu'ils étaient également invités à la soirée. Pardon, Cédric, je t'ai coupé avant même que tu puisses commencer. Bonjour à toutes et tous. Je suis adhérent au SIPMCS, donc le syndicat interprofessionnel de la presse, des médias, de la culture et du spectacle de la CNT, du coup la Confédération nationale du travail. Et donc c'est un syndicat à la Confédération nationale du travail et qui est anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire. Donc ça vient à la fois de la branche espagnole dont on est issu. Dans les années 30, durant la dictature en Espagne, les Espagnols qui étaient syndiqués à la CNT espagnole ont migré en France et ont constitué après-guerre en 46. Donc la branche de l'anarchisme espagnol du coup a perduré avec la CNT et la branche syndicaliste révolutionnaire vient de la CGT révolutionnaire qui avait fait scission à peu près en même temps à la CGT. Donc il y a eu un regroupement de la CGT révolutionnaire et la CNT espagnole, ce qui a fait une fusion à la Dragon Ball de la CNT française. Je ne sais pas si vous voulez que je rentre plus dans le détail, mais en tout cas on est représentatif au niveau de la convention collective. Alors, on n'est pas forcément à la recherche d'ailleurs de représentativité. Ça s'est fait malgré nous parce qu'on a participé à des élections CSE et derrière... Donc on a eu des élus et ce qui nous a donné de la représentativité au niveau de la branche du film d'animation. Et pour la petite histoire, on a voulu être présent et venir aux responsabilités, comme on dit, parce qu'on voulait pas que la CFDT soit majoritaire. Si je peux rajouter un petit truc, vite fait, que je suis salarié à Illumination en tant que TD et que je suis délégué syndical à la CNT, du coup, enfin à SPMCS, à Illumination aussi. Du coup, est-ce qu'on peut peut-être passer à une petite description du côté du SPIAC avec Thomas? Est-ce que vous faites des cocktails et des merguez comme activité principale, vu ton magnifique avatar? Peut-être pas principal, mais on sait se restaurer, quoi. Du coup, ouais, moi c'est Thomas et je suis un simple travailleur de la production de films d'animation et donc du SPIAC CGT. Le SPIAC CGT, donc c'est le syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma. Donc confédéré à la Confédération générale du travail, donc la CGT. On regroupe donc les secteurs de la production audiovisuelle, production cinéma, production de films d'animation, édition phonographique et la prestation technique. C'est tout, t'as été efficace, purée, si t'arrives à faire une explication aussi concise. GG. Pas mal. Zacus, Jean-Luc, lequel de vous deux veut présenter le SNTPCT?
Je vais laisser la main à Jean-Luc, la seniorité faisant foi. Droit d'Église. Donc, oui, moi je représente le SNTPCT, le Syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision, qui est l'un des syndicats représentatifs dans la production de films d'animation, également dans la production cinématographique et dans la production audiovisuelle, qui est un syndicat qui existe depuis 1937, qui a été affilié à la CGT depuis sa création jusqu'en 1981. 81, c'est donc un syndicat indépendant. Depuis 1974, il existe au sein de ce syndicat un secteur animation, enfin production de films d'animation. Et voilà, dire d'autres, voilà, c'est le syndicat qui est signataire de la convention collective de la production de films d'animation en 2004. Et depuis fait partie de la commission de suivi de cette convention, CPPNI. Ce soir, il y avait plusieurs thématiques qu'on voulait aborder, certaines qui sont liées à des luttes que les syndicats voulaient qu'on aborde parce qu'elles font partie de leur lutte actuelle, d'autres qui sont plus générales, soit liées à la crise que traverse le secteur actuellement, soit générales, genre des luttes de longue haleine. Et je pense qu'on peut commencer par le sujet des jours fériés, avec un petit rappel sur la lutte actuelle qu'il y a autour, à savoir que dans le Code du travail, il y a 11 jours fériés pour l'ensemble des travailleuses, et que nous, dans notre convention collective, on n'en a que 5. Et si je dis pas de bêtises, messieurs, parce que, ah oui, il y a que des hommes ce soir. Bah merde alors. Si je dis pas de bêtises, messieurs, il y a un genre de vide juridique, dans le sens où on devrait avoir 11 jours légalement. Le Code du travail étant au-dessus de la convention collective. Oui, je peux réagir là-dessus. Vas-y, Joël. Parce qu'en fait, effectivement, dans le Code du travail tel qu'il est rédigé actuellement, il n'y a que 5 jours fériés qui sont chômés et payés, alors que le Code du travail on peut prendre compte de 12, enfin dans la convention collective, pardon, je crois que ma langue a fourché. Il y a les conventions collectives, il y a que 5 jours fériés qui sont prévus chômés, fériés et chômés. Je pense que tu changes de micro, Jean-Luc, il y a vraiment un gros écho de ton côté. Du coup, peut-être, Cédric, tu veux prendre la suite, le temps qu'il se reconnecte, sur le fait que entre la différence entre la convention collective et le Code du travail? On n'a pas tout à fait la même lecture avec le SNTPCT, mais je vais expliquer ce que je sais moi, puis après, Jean-Luc pourra peut-être ajouter des choses. Mais c'est vrai que dans la convention collective, donc, il y a 5 jours fériés qui sont chômés, comme il le précisait. Je ne vais pas refaire la liste, mais bon, je pense que vous les savez un peu toutes et tous. Dans le Code du travail, il y a un seul jour férié qui est chômé, donc c'est le 1er mai. C'est le seul jour dans le Code du travail qui est considéré férié et chômé. C'est bien deux notions un peu différentes. Mais dans le calendrier, il est prévu effectivement 11 jours fériés, et qui ne sont pas forcément tous chômés. Et donc, la convention collective prévoit qu'il y a 5 jours chômés. Donc, c'est pour ça qu'on a 5 jours. Contrairement à d'autres conventions collectives qui peuvent apprécier et avoir plus de jours fériés chômés. Donc, chômé, ça veut dire que c'est un jour qui est férié, donc on est supposé être payé double. C'est ce qui est inscrit dans le Code du travail, sauf si effectivement il est chômé, auquel cas en fait on est payé double. Enfin, le employeur nous paye double parce qu'il nous paye à ne rien faire en restant chez nous. Alors, c'est pas qu'il nous paye double, mais il nous paye la journée parce que voilà ce que je peux dire. Après, je vais pas parler à la place du SNTPCT, c'est un peu compliqué, mais il y a eu une pétition qui a été lancée par le SNTPCT et qui demande les 11 jours fériés chômés dans la convention collective. Et il se trouve que dernièrement, en réunion de convention collective, pour pas aller sur les termes, ça s'appelle CPPNI, mais la commission paritaire. Bref, en gros, c'est une réunion, la table de négociation avec les employeurs, les syndicats de patrons et les syndicats de salariés, pour faire simple. La dernière réunion, tout simplement, les syndicats de patrons nous ont dit qu'ils n'étaient pas favorables aux 11 jours fériés. Bon, c'est pas une surprise, mais se trouve à avoir 11 jours fériés chômés et que des personnes qui seraient en CDDU, un CDD d'usage, donc pour l'intermittence, du spectacle avec le Pôle emploi, France Travail, je vais pas m'y faire ce truc, même sous une même entreprise, et que c'était considéré comme un usage le fait que les CDI soient
soit c'est un usage, c'est-à-dire qu'en gros c'est une pratique qui est courante depuis plusieurs années et qui est liée à un avantage social pour les CDI par exemple, ou alors c'est dans leur contrat de travail directement aux personnes en CDI. Ils ont les mêmes jours fériés ou plus de jours fériés que la convention collective. C'est un avantage social lié à l'entreprise et auquel cas les personnes qui seraient sous d'autres types de contrats, dont le CDD d'usage, peuvent prétendre à avoir les mêmes avantages sociaux et donc avoir les mêmes nombres de jours fériés chômés que les personnes en CDI. Et si c'est pas une pratique qui est faite, c'est tout simplement de la discrimination au contrat et c'est interdit par la loi. Donc nous, c'est par exemple comme ça qu'à Elimination, on a fait valoir ce droit-là, c'est que les personnes qui étaient en CDI restaient chez eux, payaient les jours fériés, les 11 jours fériés du Code du travail, les 11 jours fériés plutôt considérés comme fériés dans le calendrier, alors que les personnes en CDD d'usage comme moi, comme Vincent, on travaillait quoi. On était payé double cette journée-là, mais on travaillait. Donc c'était une discrimination au contrat. Il se trouve que la direction d'Elimination était revenue dessus en acceptant que effectivement les salariés qui soient en CDD d'usage puissent aussi bénéficier d'un jour férié chômé. Donc c'est depuis maintenant plusieurs années acté. Mais il se trouve que dans d'autres entreprises, ça peut être aussi le cas. Donc il faut effectivement se renseigner auprès des personnes en CDI, savoir si elles ont tous leurs jours fériés ou plus de jours fériés que dans la convention collective. Voilà. Petit tips. Mais il se trouve qu'il y a eu aussi des alignements inverses. C'est-à-dire que quand certaines entreprises ont su ça, elles ont fait en sorte que les CDI n'aient pas 11 jours fériés. Donc comme ça, tout le monde a la même enseigne et n'a que 5 jours, y compris les CDI. Donc c'est vraiment il faut que tous les contrats aient le même avantage, s'il y a un avantage, et s'il n'y a pas d'avantage, c'est les 5 jours de la convention collective. Donc c'est sûr que la pétition va plutôt dans le sens d'avoir plus de jours fériés, et ça concerne quand même, mine de rien, pas mal de monde qui ont signé, et beaucoup de gens d'après le SNTPCT qui sont salariés de l'animation, enfin du film d'animation. Et bon, le côté patronal, quoi, ils ont pas, ils sont dans leur rôle, quoi. Ils ont dit, ça coûte trop cher avec la situation actuelle aussi. Ça leur paraît compliqué de. Bon, ils ont même pas dit que c'était compliqué, ils ont juste dit non. Ils sont pas cherché pas cherché l'excuse. Ouais, ils ont juste dit non. Voilà. Alors après, ils sont partis sur des interprétations un peu différentes, parce que je sais que le SNTPCT a des cas de jurisprudence qui veulent faire valoir et tout ça. Et Jean-Luc l'expliquerait mieux que moi, mais peu importe l'interprétation qu'on peut en avoir, ce qui est demandé, c'est un jour férié, quoi, point barre, peu importe l'interprétation du Code du travail là-dessus. Et ça, ils ont été catégoriques en disant que c'était pas possible. Ouais. Donc, à part une grosse mobilisation, et c'est un peu ce qui manque dans l'animation, c'est un peu un réveil, un sursaut des salariés dans le film d'animation, de se syndiquer notamment, mais pas que, aussi de militer, même en dehors des syndicats, pour qu'il y ait une prise en compte de ces jours fériés chômés, donc les 11 jours ou même un peu plus. D'ailleurs, nous, à la CNT, on avait proposé à ce qu'il y ait un jour supplémentaire, le 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes, et que nous, on dit, et aussi minorité de genre. Et on avait fait un avenant pour rajouter le 8 mars comme étant un jour férié chômé, ce qui n'est pas le cas dans le Code du travail et dans les autres conventions collectives, et ça nous a été refusé en bloc. La raison qu'on avait évoquée, c'était qu'on pensait que les victimes potentielles de violences sexuelles et agissements sexistes seraient bienvenues de venir à cette journée de mobilisation pour rencontrer des avocats, des associations militantes et autres, et que c'était une bonne chose, et qu'on avait constaté qu'il y avait énormément de salariés ES qui restaient à travailler ce jour-là et se mettaient en grève. Et c'est pour ça qu'on avait appelé à ce que ça devienne un jour férié chômé. Ça a été refusé aussi par le. C'était juste une journée qu'on demandait en plus. Qui était une difficulté à faire reconnaître les 11 jours. On a nos 5 jours fériés qui sont souvent pas payés puisque nos contrats sont arrêtés juste avant
juste avant les jours fériés en question. Donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de dire non seulement on veut qu'il y ait les 11 jours fériés légaux, mais on veut qu'il y ait des jours fériés supplémentaires. Est-ce que peut-être du côté du SPIAC, vous êtes de quel bord? Vous essayez Bah, effectivement, il y a pas mal d'abus dans les productions, de couper le contrat à la veille du jour férié et de le reprendre après. Et effectivement, nous, on appelle déjà à faire respecter ces 5 petits jours fériés chômés, parce que bon, c'est très peu, quoi. Et bien sûr, on se joint à la pétition du SNTPCT pour s'accorder au nombre de jours fériés chômés du Code du travail. Et parce qu'effectivement, ça crée une discrimination au sein des studios, parce qu'il y en a qui sont en CDI et qui ont droit à tous les jours fériés, et ce qui fait que ces jours-là, il y a la moitié du studio qui est pas là, et il y a seulement les intermittents, quoi. Donc, mais il y a quelques studios dans la production de films d'animation qui de manière volontaire, appliquent ces 11 jours fériés aux intermittents. Donc l'idée, effectivement, c'est que ça soit obligatoire, quoi. Et comme disait Cédric, il faudrait aller plus loin que la pétition et créer une vraie mobilisation pour un rapport de force, en fait. Bon, c'est vrai que c'est pas facile dans l'animation, mais ça fait parler du sujet, c'est bien, c'est important, hein. Et du coup, comment on pourrait faire, ne serait-ce que pour justement faire en sorte que ces droits ils soient respectés dans la convention collective et qu'on ne coupe pas nos contrats à des moments un peu inopportuns? De reporter ces éléments-là au syndicat, hein, parce que effectivement, quand on est témoin de ce genre d'abus, les signaler, et les syndicats prendront ces signalements et iront voir après le syndicat des patrons pour essayer de faire changer les choses déjà dans un premier temps, quoi. Ok, non, mais alors, en fait, faut rappeler aussi une chose, c'est que c'est pas illégal de faire ça. C'est immoral, mais c'est pas illégal. C'est bien tout le problème. Si c'était illégal, on pourrait effectivement partir au charbon côté syndicat en se disant c'est illégal et du coup la pratique ne doit pas avoir lieu, et aller au prud'homme éventuellement de manière collective avec plusieurs syndicats ou un seul syndicat. C'est effectivement immoral. La mobilisation, c'est ce qui reste. Il y a eu la pétition, mais très clairement, là, comme je vous expliquais là tout à l'heure, quand le SNTPCT en réunion avec le patronat a montré donc le feuillet avec toutes les signatures qu'il y avait dessus, la réaction a été... Ouais, tout à fait. C'était un bon petit livret avec toutes les signatures. Et le côté patronat, ça n'a absolument pas réagi, quoi. Donc je pense qu'il faut nettement plus qu'une pétition. Après, c'est dur de se mobiliser pour les choses, mais il y a que, on le voit un peu partout, il y a que en se mobilisant qu'on peut espérer obtenir satisfaction, comme on dit souvent en manif. Voilà, seule la lutte paye, comme on dit, hein. Ça, il n'y a pas de secret. J'ai envie de dire, de manière générale, pour que les syndicats aident les travailleuses, il faut que, de toute façon, à chaque fois qu'il y ait un abus, les syndicats soient saisis, il faut que les travailleuses fassent remonter l'information au syndicat, parce que sinon, ils ne sont pas en mesure d'intervenir. Je ne vais pas redire tout ce qui a été dit sur les jours fériés, puisque la plupart des choses ont déjà été dites et sont justes. Ce que je voulais dire, d'une part, c'est que la pétition demande pas simplement que soit appliqué dans la convention collective le Code du travail, mais elle va au-delà, puisqu'on demande que les 11 jours fériés soient appliqués sans condition d'ancienneté, ce qui va plus loin que la convention, que le Code du travail. Et si on remet sur le tapis le jour férié du 8 mars, on le soutiendra aussi. C'est ce que j'ai dit à Cédric quand on s'est rencontrés récemment à Angoulême. Ça fera jamais que 12 jours fériés. Ça représente un jour férié par mois, donc c'est vraiment pas excessif. Ça va pas mettre les entreprises sur la paille. En fait, les entreprises qui ont recours aux interruptions de contrat pour éviter d'avoir à payer ne serait-ce que les 5 jours fériés, pour éviter d'avoir à payer les jours fériés, quoi, en fait. En réalité, c'est pas tout à fait légal, puisque pour interrompre un contrat et le reprendre après, il faut avoir un motif valable, quoi.
le fait de ne pas payer un jour férié, c'est pas un motif valable. Et pour éviter ça, lorsque le SNTPCT avait déposé un projet d'avenant pour le storyboarder, en fait, il comprenait au départ plus de dispositions, plus de propositions de dispositions que simplement pour les storyboarders, et il comprenait notamment une réécriture des dispositions sur les contrats. Mais les producteurs ont été, comme ça a concerné l'ensemble des salariés, et pas seulement les storyboarders. Les producteurs ont souhaité qu'on n'aborde pas ce point-là à ce moment-là, et qu'on le repousse à plus tard. Et bon, nous, comme les storyboarders, ça représentait quand même la priorité, on a accepté ce report. Mais en disant bien dès le début qu'on remettrait ça sur le tapis dès qu'on aurait réglé le problème des storyboarders. Donc pour nous, cette question est toujours en suspens, et on compte la remettre sur le tapis effectivement. Et les dispositions, les propositions de dispositions alternatives qu'on avait proposées pour les contrats dans la convention collective rendaient effectivement, souligner le fait que pour interrompre un contrat, il faut avoir une raison concrète. Actuellement, si certains producteurs interrompent le contrat de façon juste à ne pas payer les jours fériés, et que le salarié va au prud'homme, les prud'hommes vont considérer que la raison n'est pas suffisante et n'est pas valable, en fait. Donc nous, on voulait le faire inscrire noir sur blanc dans la convention collective pour que les salariés n'aient pas besoin d'aller au prud'homme et puissent simplement faire valoir les dispositions de la convention collective, qui actuellement, les dispositions qui concernent les contrats, sont extrêmement mal rédigées, et même sans doute même plus tellement légales, en fait. Alors actuellement, il y a une discussion qui concerne il y a un toilettage, ce que les producteurs ont appelé un toilettage de la convention collective. Donc toutes les dispositions sont en train d'être revues, et donc nous, on compte bien remettre cette proposition qu'on avait faite, éventuellement en l'actualisant et en la revoyant pour qu'elle soit, pour voir si elle est vraiment toujours, si elle est suffisamment, si elle sera suffisamment efficace. Mais c'est un point qu'on avait déjà abordé et qu'on compte remettre sur le tapis, quoi. Oui, donc si je comprends bien, il y a beaucoup à revoir dans la convention collective. Il n'y a pas uniquement la question des jours fériés, il y a le fonctionnement général de la rédaction de nos contrats. Il y a d'autres sujets aussi qui sont traités en ce moment par le SNTPCT, certains par la CNT. Et vu qu'on a parlé du 8 mars, j'en profite pour faire une transition super subtile. Mais on a sorti aux intervalles, il y a une grosse semaine, le premier guide de prévention et gestion des VHSS, donc violence et harcèlement, sexité sexuelle, qui comprennent également le harcèlement moral pour le secteur du film d'animation. Alors, c'est rien de révolutionnaire. Dedans, on rappelle en fait les définitions légales des VHSS, les formations qui existent, savoir repérer les signaux faibles, savoir à qui s'adresser en cas de problème. Enfin, vraiment, on trace la route pour aider les gens à savoir qui s'adresser, comment se former. Le problème étant que il n'y a pas actuellement forcément de grosse mobilisation sur le sujet dans le film d'anime, contrairement au live où notamment un organisme comme le collectif 50-50 a pu faire en sorte que il y ait une obligation de formation pour tous les tournages à partir de 2025. Est-ce que les syndicats travaillent sur des sujets similaires pour qu'il y ait des obligations de formation au sein des studios, ou est-ce qu'ils luttent sur d'autres manières pour lutter contre les VHSS? Peut-être le SPIAC en premier. C'est effectivement un vaste sujet. C'est vrai que spécifiquement dans l'animation, on est sous-doté par rapport à la production cinéma et à la production audiovisuelle, où il y a eu beaucoup de dispositions faites depuis MeToo. Et notamment parce que nous, c'est essentiellement des très petites entreprises. Donc, il n'y a pas les mêmes obligations que dans les grandes, en fait. Par exemple, le référent VHSS est obligatoire dans les entreprises de plus de 250 salariés, quoi. Ou alors, c'est aussi une prérogative des CSE. Et il y a pas mal de boîtes, du coup, où il n'y a pas assez de salariés pour qu'il y ait un CSE. Tandis que, effectivement, dans les conventions collectives du cinéma et de l'audiovisuel, comme il n'y a pas beaucoup de CSE,
et ben il y a les CCHSCT qui permettent de traiter aussi ces problèmes-là, quoi. Donc c'est tout un ensemble de dispositions qu'on doit rattraper. Il y a pas mal de pain sur la planche. Est-ce que au SNTPCT, vous travaillez sur le sujet des VHSS actuellement? Est-ce que, peut-être même de manière générale, est-ce que les syndicats ont des cellules d'écoute spécialisées ou des personnes formées pour accueillir la parole des victimes présumées, pour si elles font remonter au syndicat? Parce que c'est vrai que là, ce soir, en plus, on est une majorité d'hommes avec nous. Alors, c'est d'autant plus important de se former. Je sais pas comment vous gérez Je sais pas, Cédric, comment vous gérez ce sujet? Je sais pas. Non, je sais pas pourquoi, il y a peu de femmes qui viennent. Bah, nous, on a eu une personne qui devait venir, mais bon, Il est pas venu. Au SNTPCT, en fait, il y a très longtemps qu'on en discute, parce que dans le cinéma, il y a un comité d'hygiène inter-entreprise, enfin, en quelque sorte, donc, comme Thomas l'a dit, je crois, à l'instant. Dans le cinéma d'animation, on n'a pas ça, mais on a déjà plusieurs fois évoqué le sujet, on en a discuté en interne, on en a parlé même avec les producteurs, il y a déjà un bon moment. Ça nous semble, avant même qu'on parle des violences sexistes, sexuelles, du harcèlement, autant qu'on en parle aujourd'hui, nous, on avait déjà soulevé le problème, parce qu'il y a quand même eu des événements graves qui se sont passés dans le secteur. Pour l'instant, ça n'a pas encore débouché sur des propositions concrètes. Ça n'a pas débouché sur des propositions concrètes. Après, il faut rappeler que c'est des luttes longues, que c'est pas quelque chose qu'on peut améliorer en un coup de cuillère à peau. Je citais 50-50 avant, mais elles ont travaillé pendant plusieurs années avec les syndicats du cinéma et de l'audiovisuel, et le CNC pour faire avancer les choses. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir en une seule table des négociations résoudre, et c'est sûr qu'il y a du pain sur la planche. À la CNT, typiquement, je sais pas comment vous travaillez sur le sujet. Alors nous, on est très très actifs sur le sujet. C'est un des sujets, je dirais même principal qu'on travaille, mais de manière globale à la Confédération et pas uniquement au SIPMCS. Il s'avère que en région parisienne notamment, on est très actif, mais dans la Confédération aussi, on est très actif sur le sujet. On a par exemple produit pas mal d'autocollants qu'on fournit, qu'on stick en manif, qui sont plutôt pas mal. Je vous conseille de les sticker si vous en avez envie. Et des tracts là qu'on a fait pour le 8 mars, donc on a participé à la manifestation du 8 mars. On a fait un violentomètre. Donc on a un groupe de travail GT Féminisme à la CNT et qui s'occupe de produire justement des documents et qui a fait un très bon travail sur un violentomètre aussi que je pourrais vous transmettre aux intervalles. Je sais plus si c'est le vôtre ou celui de la CGT qu'on avait partagé. Je sais pas. C'était la CGT, ouais. C'était la CGT. Après, on peut le rajouter, si vous en avez un complet aussi, on peut le rajouter au guide. On a pas mal de liens vers des associations, c'est ce qui est, je pense, un des trucs les plus importants, de comprendre déjà à quel niveau on se situe dans le violentomètre et effectivement vers qui se tourner. On a des comités femmes libres au sein de la CNT, donc c'est des comités qui sont en non-mixité choisie. Et qui en gros, on a plusieurs syndicats au sein de la CNT et la parole des hommes, même si les hommes ne sont pas forcément conscients de la domination qu'ils peuvent avoir parfois dans les réunions. Et il s'avère que cette domination existe et qu'il faut pour cela que les femmes et les minorités de genre puissent s'exprimer sans avoir cette domination, on va dire, liée au patriarcat, en fait, au système patriarcal qui perdure en France et dans le monde. Et donc, il y a les femmes et les minorités de genre se sont réunies pour créer ces comités femmes libres. Donc, c'est des réunions qui sont trans syndicats, et donc l'idée c'est de se réunir, de participer à des formations pour mieux se prémunir justement des violences sexuelles et sexistes. Il s'avère qu'il y a eu des cas à la CNT de personnes qui ont violé des adhérentes de la CNT, c'était eux-mêmes des adhérents de la CNT, donc il y a une grosse prise de conscience et c'est pour ça qu'on est très actif sur le sujet, c'est que ça a énormément choqué de camarades au sein de la CNT, mais bon, c'est pas ça, enfin je veux dire, c'est hélas partout, voilà. Oui, il n'y a pas de raison qu'on soit un secteur plus ou moins touché. Non, voilà. C'est des violences qu'il y a partout. Asgard demande s'il y a un endroit pour parler du harcèlement moral. Les VHSS, en fait, incluent le harcèlement moral dedans. On en parle dans le guide, c'est vrai que ça parle beaucoup de violences sexistes et sexuelles, mais le harcèlement moral est quelque chose qui est reconnu légalement
qu'on peut prouver et qui est pris en compte du coup dans ces luttes-là. Donc oui, c'est... Je ferais peut-être une nuance par rapport à ça, parce que justement, je suis pas trop d'accord avec ce que tu viens de dire. Vas-y. Je pense qu'on fait souvent l'amalgame entre les deux et c'est pas pour le meilleur. C'est deux problèmes très importants mais très différents aussi. Et le fait d'amalgamer le harcèlement moral avec le harcèlement sexuel et les agissements sexistes et les violences sexuelles, c'est amalgamer le harcèlement moral bien souvent et ça minimise en fait le harcèlement moral qu'il peut y avoir. Donc je pense que c'est deux luttes bien distinctes. En tout cas, nous c'est comme ça qu'on le perçoit. C'est deux luttes bien distinctes qui s'opposent pas bien évidemment, mais le traiter dans le même paquet quoi. C'est invisibiliser l'un ou l'autre. D'accord, vous, ça vous paraît contre-productif. Ouais. Mais le harcèlement, est effectivement, de toute façon, ça relève du pénal. Le harcèlement moral et harcèlement sexuel et violence sexuelle, évidemment. Il y a plusieurs façons, d'ailleurs, de lutter contre ça. Alors, on disait qu'on pouvait pas faire grand-chose ou que c'était difficile dans les CSE, enfin dans les entreprises où il n'y a pas de CSE. Donc déjà, dans les entreprises où il n'y a pas de CSE, il y a un délégué syndical. Il peut y avoir un délégué syndical, mais il peut y avoir aussi un délégué du personnel qui a les mêmes prérogatives que le CSE. Alors, il a des prérogatives qui sont moindres qu'un CSE, parce il peut être parfois, ou elle peut être toute seule. Mais c'est des prérogatives sur la santé des salariés qui existent. Et quand bien même il n'y aurait pas de référent, en fait, un délégué du personnel ou une déléguée du personnel a ses compétences. Voilà. Quelqu'un le fait remarquer dans le chat, le délégué du personnel, dans les TPE, il n'y en a pas. Alors ça, c'est l'autre problème, c'est qu'il faut que les gens aillent aux élections professionnelles. Enfin, en tout cas, encore une fois, je suis un peu... j'insiste sur le fait que les gens... je dis pas qu'il faut que les gens aillent faire quelque chose, doivent faire quelque chose. C'est à eux de évidemment juger de ce qu'ils doivent faire par rapport à ce qu'ils connaissent le mieux, c'est-à-dire leur terrain propre. Mais en tout cas, c'est souhaitable que des personnes se militent, en tout cas, au sein soit en tant que délégué du personnel en allant aux élections, soit au CSE en allant effectivement aux élections, soit simplement en créant à deux au sein d'une structure une section syndicale. Il n'y a pas besoin d'aller aux élections. Pour créer une section syndicale, il suffit d'être 2 salariés pour pouvoir y aller. C'est compliqué quand on est intermittent et qu'on a des contrats courts au sein des studios d'être représentant sur ces sujets, ou même d'ouvrir publiquement notre bouche sur le fait d'être syndiqué. Ça peut... c'est pour ça qu'il y a plein d'associations et de syndicats qui militent en extérieur et qui militent ensemble pour les mêmes causes. Parce qu'on parle des syndicats, mais en fait, ce que font les associations militantes font un boulot énorme. Nous, je sais qu'on a la coordination féministe en région parisienne qui est très active, Révolution permanente. Enfin voilà, il y a pas mal d'associations. Il y a évidemment nous toutes, mais qui est un peu plus consensuelle à mon goût, mais qui milite aussi pour ces droits-là. Donc le fait de le faire dans l'entreprise, c'est pas une obligation quoi. On peut militer aussi en dehors. Et on en parle dans le guide et il y a des cellules d'écoute qui sont disponibles, notamment auprès de la VFT, l'association des violences faites au travail, puisque je vois qu'il y en a qui posent des questions dans le chat, et que oui, on peut pas en plus forcément intégrer un CSE quand on est intermittent. C'est vrai que c'est pas facile parce que le système fait qu'on n'y a pas accès à moins d'avoir 1 an d'ancienneté au sein de l'entreprise, mais du coup voilà, c'est allez jeter un œil au guide si vous l'avez pas encore fait. Il y a les précisions dedans de qui vous pouvez contacter en dehors des studios, que ce soit les syndicats ou des associations spécialisées, pour vous faire entendre et potentiellement agir sur les VHSS que vous avez vécu ou dont vous avez été témoin au sein des studios. Et je voudrais juste rajouter un dernier truc et je m'arrêterai là, c'est... alors évidemment, on peut y avoir des syndicats, on peut y avoir des associations, on peut avoir les avocats, mais en fait, le truc qui devrait être de base dans toutes les mentalités, c'est de dire que quand on constate quelque chose, en fait, il ne faut pas rester silencieux. Et qu'on soit délégué du personnel ou pas, ou simplement salarié, quand on voit quelque chose qui se passe, en fait, il faut réagir. Il faut réagir, oui. Il faut réagir, en fait, il ne faut pas laisser... même des situations qui peuvent paraître juste simples, des blagues lourdes ou des trucs comme ça, en fait, il faut rien laisser passer, quoi. Enfin... après, je vais passer pour un vieux con en disant ça, mais en fait, c'est en étant le plus strict possible, en posant en fait des règles claires sociales
entre salariés, travailleurs et travailleuses qu'on peut aussi espérer à ce qu'il y ait un changement en fait. Typiquement ce qu'on voit ce qu'on a vu et qui est en ce moment en procès là, avec Ubisoft, en fait on se demande même pourquoi les salariés n'ont pas réagi quoi. Enfin là, il y avait des trucs tellement graves que voilà, et en fait même en tant que salarié, faut pas espérer que ça émane non plus de structures syndicales ou autres. En fait, ça devrait effectivement, ça devrait l'être effectivement. Mais tout le monde peut agir à son niveau, en fait, à son échelle. Et je pense que c'est si les salariés ne saisissent pas, ne contactent pas les syndicats, qu'ils soient syndiqués ou non, les syndicats pourront pas aider. C'est Zacus, je crois, tu voulais ajouter quelque chose? Zacus. Bah, Thomas intervient le temps que je trouve pourquoi le son de Zacus ne passe pas. Vas-y. Oui, c'était pour dire que nous, à la CGT, on est au niveau fédéral et confédéral, on est aussi très actifs sur les VHSS. On a, comme tu disais, le violontomètre qu'on a présenté pour pouvoir effectivement situer quand est-ce qu'il y a les différents degrés de violences sexistes et sexuelles. Il y a plein de kits aussi sur notre site que vous pouvez retrouver. Effectivement, là, pour parler du cinéma de l'audiovisuel, en fait, il y a des référents VHSS dans les tournages depuis l'avenant signé à Cannes en 2024 pour la prod de cinéma. Et en fait, on aimerait que ça soit dans tous les studios, en fait, qu'il y ait à chaque fois un référent. On aimerait aussi qu'il y ait des formations obligatoires pour tous les salariés, d'autant plus aussi pour les postes cadres, comme ça s'est fait depuis janvier 2025 dans le cinéma. Et puis, on aimerait améliorer en fait les dispositifs de signalement, de suivi et de protection des victimes, parce que les référents VHSS, ça suffit pas si la victime, parce que la victime n'a pas de garantie que sa plainte ne va pas mettre en danger son emploi en fait. Et d'ailleurs, on est très très actif là-dessus et on travaille avec le collectif 50-50 depuis le début et on a fait pas mal de choses quoi. D'accord. Ensuite, elles le mettent peu en avant le travail avec les syndicats, donc c'est un peu du travail de l'ombre. Oui, c'est sûr. Ouais. Et effectivement, le harcèlement moral, c'est pas une violence sexiste et sexuelle, mais on est pour que ça soit introduit comme tel parce que c'est souvent lié en fait. Par exemple, on fait croire à la femme qu'elle est pour rien, qu'elle est pas compétente. Donc après, on subit plus facilement des violences sexistes et sexuelles. Pareil qu'on voit pas la 3D aussi, alors tu sais. Je veux juste rajouter un truc sur les référents. Donc c'est ce qui a introduit le code du travail, qui a été introduit par la loi Macron. C'est référents et référentes contre le harcèlement sexuel et violences sexistes et violences sexuelles. C'est pas forcément lié au harcèlement moral. Mais il se trouve que dans certaines entreprises, ils prennent en compte aussi ce cadre-là. Mais à la base, c'était vraiment pour répondre au mandat de... Tu me fais pas le porte-parole de La République En Marche, je vous rassure. Mais bon, c'était pour répondre à cette grande thématique qui était visée par le président de la République. Mais je voulais juste rajouter sur les référents et référentes, c'est important qu'il y en ait. D'ailleurs, il y en a côté direction et côté salarié, donc il y en a un de chaque. Et en fonction des affinités, on peut aller plus vers l'un vers l'autre. Mais il se trouve que tous les élus des CSE et encore une fois délégués du personnel et délégués alors peut-être pas délégués syndicaux, mais en tout cas délégués du personnel et membres élus du CSE ont les prérogatives sur la santé et la sécurité des salariés. Ils ont des formations aussi et que les salariés peuvent aussi aller voir ces personnes-là sans que ce soit les référents. Disons que le côté référent, ça capte un peu l'attention d'une personne en se disant tiens, je vais aller en référer au référent qui lui doit être plus conscient de ce qui se passe. Mais il faut aussi prendre en compte l'affinité que les personnes peuvent avoir au sein des studios avec certains de leurs amis tout simplement ou connaissances proches et que c'est pas nécessairement le référent avec qui on a envie de discuter quoi. Parce que les référents, ça peut être effectivement quelqu'un qui est côté direction, donc il y en a, et ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas forcément proche de nous, donc faut pas forcément se focaliser sur les référents, faut surtout aller voir quelqu'un en qui on a confiance. Si c'est un délégué syndical, si c'est un délégué ou une déléguée du CSE ou délégué représentant du personnel, ou même tout simplement en fait un ami, un collègue, oui voilà. L'importance de se former en fait.
que tout le monde soit formé, comme ça au moins tout le monde saura réagir au mieux. Absolument, en fait, c'est pour ça que je réinsiste là-dessus. En fait, c'est de la responsabilité civile de chacun quand il constate en fait un délit ou un crime, d'alerter en fait sur les dangers que risquent ces personnes-là, parce que sinon en fait ça s'appelle la non-assistance à personne en danger. Typiquement, quand on voit une personne qui est insultée dans le métro ou ailleurs, et ne pas agir, on pourrait être pénalement répréhensible pour la non-assistance à personne en danger. Il faut que tout le monde se rende compte de ça et ne pas rester les bras croisés quand une situation arrive. Donc évidemment, il ne faut pas se mettre en danger soi-même, parce que ça servira à rien. Mais il faut quand même ne pas rester, immobile et impassible par rapport à ce qui se passe, quoi. Enfin, il faut vraiment prendre conscience de ça, que n'importe qui peut agir, juste s'interposer. Moi, ça m'est déjà arrivé dans la rue de m'interposer contre un mec complètement bourré qui parlait super mal à une femme, et juste être présent et de rester et ne rien faire et rester à côté, mais rester suffisamment à côté avec plusieurs personnes, la personne qui était bourrée finit par partir. Donc voilà, ce genre de truc. L'effet de groupe marche bien. Si quelqu'un finit par ouvrir la parole, ça va encourager d'autres à faire de même, et ça va créer un effet de groupe. Donc, Et ne rien laisser passer, quoi. Ne rien laisser passer, des mecs qui sifflent dans la rue, une nana, franchement, il faut aller vers les personnes et leur dire que c'est pas bien, quoi. C'est pas. Si tu comme ça, je suis pas sûr que ça ait grand effet. Non, mais de dire que leur comportement est inacceptable et que qu'il faut bien évidemment reprendre ces personnes-là. Alors des fois, quand on est un homme, c'est un peu ouais. Voilà. Tu veux ajouter un truc ? Non, je voulais juste ajouter que en fait, même siffler quelqu'un, c'est passible de poursuite, c'est du harcèlement de rue en fait. Ah oui, tout à fait. Bon, après, est-ce vraiment poursuivi ? Marlène Schiappa, à l'époque où elle était au gouvernement, on avait fait une infraction comme s'il allait avoir un flic à tous les coins de rue pour le voir en prise en flagrant délit, mais ça marche pas, ça en vrai, on le sait. Donc bon, on préfère que les hommes arrêtent de nous siffler tout simplement. Il faut de la prévention surtout. Hein. Oui, voilà. Il faut de la prévention, il faut de l'éducation aussi, éduquer aussi les enfants. Alors moi j'ai pas d'enfants, mais éduquer les enfants, et éduquer aussi oui. Enfin, en gros, en fait, je vois, c'est un peu le propre de la CNT. La CNT, c'est ne laisse personne décider à ta place. Mais c'est aussi ne laisse pas les autres faire à ta place non plus, en fait. Chacun a un rôle à jouer, et c'est très très important que n'importe qui puisse se saisir du sujet. En fait, ça devrait être une obligation presque, que les personnes ne restent pas impassibles face à ce qui se passe. Voilà. Sans attendre qu'il y ait des élus ou des délégués ou quoi qu'est-ce. D'autant qu'encore une fois, si ça remonte pas au syndicat, le syndicat il a pas une boule de cristal où il va deviner ce qui se passe. Il faut que les infos remontent, sinon on va pas deviner. Avançons parce que je vois que l'heure tourne. Il y a un autre sujet qui est très très chaud en ce moment dans l'animation et qui a déjà été discuté d'ailleurs je crois au Carrefour de l'anime qu'on a organisé à Annecy l'année dernière. C'est la montée des IA génératives dans notre secteur et au sein des écoles même, parce qu'on a eu des retours de cursus et de formations courtes qui étaient proposées au sein des écoles. Alors, il y a une difficulté vis-à-vis de ces technologies, c'est qu'elles évoluent très vite, autant à l'échelle internationale que dans notre secteur. Leur utilisation n'est pas encore très stabilisée, c'est des technologies assez immatures. Et du coup, on n'a pas le recul nécessaire pour avoir beaucoup de données dessus. Le CNC a créé l'année dernière un observatoire de l'IA où il commence à faire des rapports sur l'utilisation qui en est faite l'IA générative. Je dis IA, mais je parle toujours d'IA générative, pardon. Qui en est faite au sein des studios de cinéma live, de VFX, d'animation. Mais pour l'instant, les rapports qui en sont sortis sont sur des petits panels et manquent beaucoup de précision sur la réalité du secteur. Donc c'est un sujet un peu compliqué à traiter parce qu'on a encore un peu de mal à se rendre compte de l'impact réel sur nos emplois. Au News Interval, on a fait un questionnaire à l'automne dernier on va pas plus tarder à publier le rapport là d'ici 2 semaines, dans lequel il y avait notamment une question sur les inquiétudes qui étaient portées par les travailleuses du secteur, et 80% des répondants et répondantes s'inquiétaient justement des garde-fous qui n'existaient pas encore vis-à-vis des IA génératives. Donc c'est un sujet qui inquiète. Est-ce que les syndicats s'en sont déjà emparés ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger à notre échelle et à l'échelle syndicale ?
Zacus, SNTPCT. Au SNTPCT, on a signé, comme on est membre de l'UNIMEI, qui est un groupement de syndicats à l'échelle internationale et européenne, on a signé la Charte internationale de la culture et l'innovation. Donc, il y a 38 organisations au niveau mondial qui ont signé. Et on a développé sur notre site internet, dans un article, un peu esquissé le début d'une prise de position, et on a rappelé certaines règles et certaines positions du SNTPCT. On demande aussi le renforcement de l'exception culturelle. On demande aussi d'agir au niveau du fonds de soutien, au niveau du CNC, pour décourager par des pénalités financières ou ce genre de choses les productions qui seraient faites par machine ou qui seraient faites par IA générative. Mais comme tu l'as rappelé, Paps, le problème c'est que ça évolue très vite. C'est pas que le constat des salariés, des techniciens, mais c'est aussi le constat des patrons, ce qui fait qu'en ce moment, il y a, au niveau de la négociation, il n'y a pas grand-chose qui bouge, parce que chacun essaye d'établir un petit peu le cadre dans lequel cela pourrait s'inscrire. On discute avec aussi d'autres organisations au niveau mondial pour voir un peu ce qui se passe. On se regarde un peu tous, mais au SNTPCT, on a déjà commencé à esquisser les prises de position, donc des interdictions, on demande aussi qu'on soit maître, que les techniciens soient maîtres de l'outil qu'ils utilisent et qu'ils puissent gérer cette chose-là. Et bien sûr, en fait, tout se passe au niveau du CNC, au niveau du fonds de soutien et des crédits d'impôt. Je vais partager l'article dans le chat qui parle de notre prise de position si ça intéresse. Oui, du coup, nous, on fait aussi partie du Rassemblement mondial de syndicats, donc l'UNI, et effectivement, on travaille ensemble dans des groupes de travail sur ces questions-là, en fait, et on est aussi en lien avec The Animation Guild aux US, qui eux ont pas mal planché aussi sur ces questions-là, qui ont essayé d'avoir un refus total de l'IA, mais ils ont obtenu quelques avancées, mais ils ont encore beaucoup de chemin à faire en fait. On veut effectivement que les salariés soient consultés en fait quand il y a de l'IA est intégrée dans les pipes. Dans le pipe des studios. On invite d'ailleurs les salariés à plus se saisir en fait de ces questions-là, parce que ce qu'on voit surtout globalement dans la production de films d'animation, c'est que les producteurs se saisissent avant tout de ce sujet-là et font valoir leurs intérêts. Et la voix des salariés est très peu représentée, en tout cas dans les médias, on les entend pas beaucoup. Donc vraiment rejoignez les syndicats pour faire porter ces questions-là qui sont vraiment toutes fraîches, et il ne faut pas avoir, à mon sens, de syndrome de l'imposteur sur ces questions-là, parce que tout le monde fait pas mal de spéculations sur ce qui peut se passer avec ces technologies-là, quoi. Donc c'est vraiment des questions hyper importantes, parce qu'il y a la question de la consommation électrique, de la consommation d'eau aussi, donc toutes ces questions écologiques qui sont importantes, l'utilisation des catalogues des studios par les IA génératives. Oui, quelqu'un parlait là dans le chat de database interne et que les graphistes n'avaient pas donné leurs accords pour que leur création soit utilisée par le studio. Et effectivement, actuellement, il y a des discussions avec la SACD pour essayer de négocier les catalogues avec les différents développeurs d'IA, mais entre les producteurs et les développeurs. Et en fait, les salariés ne sont pas associés à cette prise de décision. Et effectivement, c'est vraiment dommageable, les salariés et les auteurs d'ailleurs. En plus, il y a un point où les producteurs s'inquiètent finalement, eux aussi, de l'IA, c'est quand les grosses entreprises d'IA générative pompent leurs propres IP. Typiquement, Disney a envisagé à un moment de faire des procès parce que justement, ils ne voulaient pas que Midjourney utilise les créations Disney pour générer du contenu. De la même manière, on pourrait imaginer en France, je sais pas, un Oggy et les cafards, Xilab qui voudrait pas que Oggy et les cafards se fassent pomper par une IA. Il y a une logique de protection finalement des IP avant la protection des droits des travailleuses et de leur création par les studios. Donc ils ont conscience que c'est du pillage. Juste, forcément, ils vont vouloir protéger ce qui leur appartient et pas ce qui appartient. Voilà, leurs intérêts, ouais. Donc, il y a un vrai travail qui est un peu compliqué à faire évoluer. Après, ça peut être aussi intéressant, justement, si vos studios commencent à utiliser de l'IA générative, même si en soi, c'est pas encore illégal, mais vous pouvez le faire remonter aux intervalles
ou au syndicat, ni aux intervalles. Comme ça, on peut faire un petit catalogue de quel studio l'utilise ou non. Je vois dans le chat, par exemple, que quelqu'un dit qu'à Gigaprod, ils ont commencé à demander aux animateurs d'utiliser de l'IA pour les lip sync. Alors, il faudrait être un peu plus précis parce que je me souviens avoir vu une interview où à Watch Next Media, il parlait un petit peu de ce sujet-là. Et il disait, oui, nous, on utilise l'IA, c'est super bien. Alors, il était question d'IA générative, et puis au final, il parlait pas d'une IA générative, il parlait d'un algo qui permettait de reconnaître le phonème du son, des dialogues, et d'aller chercher la bouche correspondante dans la banque. Il n'y avait pas de génération d'images. C'était juste récupérer la bonne bouche et la placer dans le plan, et ça permettait aux animateurs de gagner du temps. Mais il n'y avait pas de génération d'images. Donc là, je sais pas si la personne qui parle d'IA pour le lip sync, c'est plutôt ça, ou si c'est vraiment de l'image générée pour créer la bouche qui parle de zéro, quoi. C'est là où ça devient un peu compliqué, où tout va très vite. Enfin, nous, déjà, on le voit au sein du SNTPCT animation et effets visuels. Tout va tellement vite qu'on discute et une seconde après ou le lendemain, hop, la news part, ok, il y a un nouveau truc, etc. Donc, c'est assez compliqué d'établir un cadre précis. Nous, on pense que le seul moyen de coercition, ça reste tout ce qui est financier. Donc, au niveau du CNC et du ministère de la Culture, Thomas, tu parlais à un moment du tag américain, donc The Animation Guild aux États-Unis, le syndicat d'animation en Californie. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dû l'intégrer dans leur convention collective pour éviter que cela devienne un job qui serait en dehors de leur convention collective, donc en dehors du cadre syndical, ce qui est un peu compliqué dans le système syndical américain. C'est une discussion qu'il faut avoir aussi au sein de la CPPNI, donc la commission entre les syndicats de patrons et les syndicats de salariés. Donc, nous, à CTBCT, on prend vraiment le sujet à cœur. C'est des discussions qui peuvent être des fois un peu houleuses et on en discute et tout le monde exprime ses sujets et ça va tellement vite que la vie peut changer dès le lendemain. Donc voilà. Est-ce que la CNT, Cédric ou Vincent, vous voulez rajouter? Enfin, vous voulez... Je pense que Vincent peut aussi répondre à ça, mais c'est vrai que c'est un énorme sujet là, sur lequel qu'on traite actuellement. Il se trouve que on a participé là, avec la guilde d'animation, un collectif là, qui s'est monté entre personnes de CSE, où il y a un sondage qui est paru, qui a pas eu, on va être honnête, qui n'a pas eu énormément d'écho. Enfin, il y a eu de l'écho, mais il n'y a pas énormément eu de participation. Mais la tendance, c'était quand même de dire que globalement, il y avait une méconnaissance de ce qu'était l'intelligence artificielle, et notamment l'intelligence artificielle générative. Donc, ce qu'on pense, nous, c'est qu'il y a un énorme travail déjà d'éducation populaire à faire sur la thématique, même si effectivement les technologies changent. C'est pas qu'elles changent du tout au tout, parce que ça utilise majoritairement le deep learning. Le machine learning et plus précisément le deep learning, et toutes ces technos-là fonctionnent sur cette même base. C'est que par contre ils ont des modèles qui sont différents en fonction de la base de données qui est utilisée à l'origine, sans entrer trop dans le détail. Mais il y a en tout cas un travail qui est fait. Là, on va bientôt faire une émission radio sur l'intelligence artificielle sur Radio Libertaire. On est en train de faire un travail sur un atelier de culture populaire sur l'intelligence artificielle. On participe aussi à des congrès qui ont lieu, enfin pas des congrès, mais plutôt des réunions qui ont lieu typiquement à la mairie de Paris. Il y a eu très récemment en fait des échanges sur l'intelligence artificielle. Donc on y est allé pour dialoguer avec les personnes qui venaient de diverses associations. Et donc il y a tout un travail qui est effectivement fait. Je dirais que l'IA, c'est c'est déjà là depuis très longtemps. En fait, ça existe depuis les années 70, grosso modo. Enfin, c'est en tout cas utilisé depuis les années 70. Mais l'IA générative a ce truc-là dernièrement d'avoir une collecte de bases de données énorme et qui leur permet d'entraîner des modèles pour faire ce qu'on voit aujourd'hui. Mais le système existe depuis la technologie existe depuis très longtemps. En fait, c'est des théories scientifiques qui ont émergé en même temps que l'informatique. Et
En fait, le problème est connu depuis très longtemps. Alors, pourquoi aujourd'hui, en fait, on est un peu à la ramasse collectivement tous sur le sujet? C'est parce qu'il y a eu effectivement ChatGPT qui a mis un gros coup, enfin OpenAI qui a mis un gros coup dans la porte et qui a les faveurs un peu des capitalistes. Pourquoi j'ai dit capitaliste? C'est aussi nous notre leitmotiv à la SNT, c'est l'anticapitalisme. Il se trouve que l'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est un outil comme un autre, et qu'en fait, il y a des cas où cette intelligence artificielle est utile. On en parlait aujourd'hui avec Vincent au téléphone sur effectivement des artistes enfin des créateurs plutôt, on va dire maintenant, qui n'ont pas besoin d'avoir de grosses structures pour créer leur propre faire valoir leur propre travail. Ça peut être intéressant de le voir aussi sous ce prisme-là, de dire qu'il n'y a pas que les grosses structures qui peuvent aussi produire des choses et qui ont parfois aussi des idées. Ça peut être aussi le cas pour des problèmes plus écologiques, d'utiliser par exemple c'est utilisé par exemple chez nous à Elum, de prendre pour faire du denoising en 3D pendant les rendus, de prendre toute une base de données d'images qui ont déjà été calculées au préalable et d'en définir un denoiser qui permet de faire que les calculs sont plus rapides à calculer. Il y a plein d'exemples effectivement vertueux de ce que peut apporter l'intelligence artificielle, puis il faut le voir aussi de manière macro, c'est-à-dire dans l'imagerie médicale ou dans l'éducation aussi. Il y a des enfants qui peuvent avoir, grâce à l'intelligence artificielle, des facilités pour apprendre des exercices, pour pointer des lacunes particulières et de les orienter vers des exercices bien particuliers. Et dans l'éducation nationale, c'est un travail qui est aussi fait. Donc je pense qu'il faut aussi voir tout ce que ça peut apporter. Mais après, je vais arrêter mon social washing et mon greenwashing. Beaucoup dans l'hypothétique, là, dans ce que ça pourrait apporter peut-être. Alors c'est déjà là. Typiquement dans l'éducation, il y avait des personnes, alors je sais plus quel syndicat malheureusement, mais des personnes de l'éducation nationale qui étaient là au contre-sommet de l'IA auquel on a participé et qui disaient qu'il y avait ce même problème d'éducation populaire même au sein de l'éducation nationale, dans le sens où les profs eux-mêmes ne savaient pas finalement très bien utiliser l'outil, et que eux ce qu'ils voyaient surtout c'était des élèves qui l'utilisaient pour faire leurs devoirs. Du coup c'était des profs qui parfois avaient rédigé le devoir avec ChatGPT, les élèves qui utilisaient ChatGPT pour le faire, et les profs parfois utilisaient ChatGPT pour le corriger. Donc ça revenait un peu au serpent qui se mord la queue et personne n'apprend rien au bout. Donc il y aurait besoin d'un vrai contrôle important. Le problème, c'est que comme disaient Zacchus et Thomas, c'est que ça évolue très vite et qu'on prend pas le temps de dire ok, est-ce qu'on prendrait pas un petit pas en arrière juste pour se poser et pour qu'on voit là où c'est vraiment utile. Parce que en tout cas les licences d'IA générative grand public, elles sont pas là pour aider, elles ont pas été créées dans cette optique. Et elles n'ont pas une dystopie version éducation nationale. Et elles n'ont pas une volonté d'aider le grand public. Après, si je peux ajouter, parce que j'ai développé ma première partie qui était effectivement plus vers l'intelligence artificielle en tant qu'outil, et qu'il faut le voir en tant que tel. Mais bien évidemment, faut le voir aussi sous le prisme du capitalisme et de la manière dont le capitalisme souhaite utiliser cet outil pour améliorer les performances et aussi dégager des ressources humaines qui coûtent, la masse salariale qui coûte cher. Et il faut bien évidemment pas perdre ça en vue. C'est là-dessus qu'on a, ça fait 3 réunions de convention collective. On essaie d'aborder le sujet. Il se trouve qu'on en a parlé dans la dernière uniquement, principalement. Et ça reste encore balbutiant parce que côté producteur, en fait, c'est un peu... de toute façon, c'est déjà là et on ne pourra pas y échapper. Je pense que c'est assez vrai aussi dans cette analyse, c'est de dire qu'on ne peut pas aller contre hélas, des milliardaires qui financent à gogo on les connaît tous, hein, ces milliardaires qui financent à gogo l'intelligence artificielle en se disant que c'est la terre promise. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est comprendre comment ça fonctionne, pas se faire bananer par des gens qui comprendraient mieux que nous, les sachants qui comprendraient mieux que nous comment fonctionne cet outil, et plutôt d'essayer de l'intégrer à notre manière de produire les choses,
Et je pense notamment à ce qui se passe avec Métaphysique, la société Métaphysique qui travaille dans les effets spéciaux, par exemple, et qui a, par exemple, sur un film, rajeuni Tom Hanks et Robin Wright de manière assez spectaculaire, un truc qu'on aurait pu faire de la même manière en morphing, en passant plus de temps, mais qui a un résultat où c'est des artistes qui ont contrôlé via l'intelligence artificielle le résultat qui était escompté visuellement en Il y a deux choses dans ce que réflexion. tu dis qui sont intéressantes, c'est que, comme tu dis, on aurait pu le faire avec des artistes, ça aurait mis plus de temps. Et comme vous le faisiez remarquer quelqu'un dans le chat, du coup, on se retrouve à raccourcir les contrats et les salaires en conséquence. Et comme tu dis, les artistes deviennent finalement des encadrants où ils maîtrisent plus, ils ont plus la connaissance et la maîtrise totale de leur travail. L'IA le fait et eux, ils ne font que la retouche derrière. Donc C'est vrai. Il y a un problème d'éthique aussi au travail. C'est vrai. Alors après, en fait, faut pas être naïf aussi sur voilà ce que je disais sur les capacités qu'offre l'IA au capitalisme de pouvoir se passer d'humain et de l'artisanat tel qu'on connaît. Parce que je considère que l'animation, c'est de l'artisanat. Il y en a qui disent que non, que ça sera jamais comme de la bijouterie ou l'artisanat a perduré dans la bijouterie parce que même s'il y avait des manufacteurs qui arrivaient à faire des bijoux, il y a toujours de l'artisanat qui persiste. Je pense que c'est un peu différent, mais l'animation reste de l'artisanat, on reste des artistes. La création, c'est quand même la base de tout. Il suffit pas juste d'avoir de l'IA pour créer un bon film. En fait, il faut aussi avoir des bonnes idées. Et les bonnes idées ne viennent pas que de l'intelligence artificielle générative. Et d'ailleurs, on peut... Elles peuvent pas même. Bah, je crois que Zacus va intervenir et après il y aura Thomas aussi. Pas de souci. Ouais. Zacus Nous, SFTPCT, les membres effets visuels et animation, on est tous contre dans le principe sur l'intelligence artificielle générative. On pense que ça organise une casse sociale, surtout en ce moment, vu l'état de l'industrie. C'est quelque chose dont on pourrait bien se passer et surtout ça va nous reléguer à des tâches de subalterne qui est d'assistanat de machine. Là où on avait une vraie plus-value en tant que technicien, on ne sera plus que littéralement que des pouces-boutons. Et c'est des mots que j'avais déjà entendus à l'école à l'époque, comme quoi on serait que des pouces-boutons. Donc nous, on essaye de développer un cadre dans lequel on pourrait faire un moyen de coercition et on pourrait forcer les producteurs à ne pas y aller. Moi, j'aimerais juste rappeler qu'il y a un moment où on nous a dit que les peintures et en physique et les dessins, ça ne servait plus à rien parce qu'il y avait les NFT et on voit l'état des NFT aujourd'hui. Je me garderai bien de dire ce qui va se passer dans le futur, mais nous, en tout cas, on va essayer de tout faire pour que l'IA générative ne fasse pas perdre notre travail vu l'état de l'industrie du cinéma d'animation et des effets spéciaux. Mais du coup, est-ce qu'on peut espérer que ça devienne, justement, comme tu citais les NFT ou comme le métaverse, comme une bulle spéculative, un gadget de milliardaire, mais qui finisse par s'écrouler sur lui-même? On est beaucoup à le penser au SNTPCT. Donc, surtout en ce moment, vu ce qui se passe au niveau des milliardaires et de la géopolitique, on pense que c'est quelque chose qui peut exploser et qui va sûrement exploser. C'est pas pour ça qu'on ne travaille pas sur ces sujets-là. Comme ça change tous les 2 jours, comme on l'a dit précédemment et que tout le monde l'a dit, il faut qu'on aille un peu sur le temps long et voir comment ça va se passer, comment ça va s'appliquer en entreprise, parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui disent « moi j'adore, je vais l'appliquer » et pour le moment on ne voit pas comment c'est appliqué dans le travail. Il y a des studios aussi, des producteurs qui ont dit « nous, on ne l'utilisera pas », même des très gros studios. Donc voilà, on voit un peu les positions, c'est que début 2025, faut voir aussi comment vont se passer les procès aux États-Unis et tous les gros procès. Donc voilà, voilà la position du SNTPCT. Thomas. Oui, je rejoins Zacus. Effectivement, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer avec l'IA, mais on peut déjà, dès à présent, essayer d'en comprendre les enjeux et essayer de légiférer sur la question. Mais pour ce qui est de la production de films d'animation, c'est assez nuancé. La réception de l'IA dans le secteur, il y a pas mal de producteurs aussi qui sont plutôt opposés à ce qui se passe. Voilà. Et qui sont un peu décontenancés par ces technologies-là. D'autant plus que faut rappeler que les salaires dans la production de films d'animation sont assez bas en fait. Donc vous imaginez que le développement et le déploiement de l'IA dans les pipes, d'ailleurs qui sont globalement en France assez rudimentaires, on va dire, dans les petits studios, j'entends notamment.
eh ben, ça correspond quand même à des sommes importantes, hein. Et d'ailleurs, il y a eu une étude du MIT qui explique que parmi les tâches susceptibles d'être automatisées, il y en a seulement 23% qui sont concernés, qui seraient concernés par l'IA en fait, et que euh, c'est pas pour tout de suite le grand remplaçant par les machines en fait. Et bon, ça va vite effectivement, mais tout dépend de comment cette technologie va être accessible en fait. Et comment les boîtes pourront rentabiliser ensuite cet investissement, quoi. En fait, je comprends tout ce que vous dites. Et bien sûr, je partage le pessimiste ambiant qu'il y a. Mais je pense qu'il faut aussi faire de l'éducation populaire sur ce qu'est l'IA et ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'elle ne peut pas faire par rapport à un manque de bases de données qui n'existe pas aujourd'hui. Et il faudrait... C'est déjà nourri de tout ce qu'il y avait dispo en ligne, c'est ça? Voilà, exactement. Mais par exemple, on va prendre le cas de la 3D ou de la 2D. En partant sur le cas de la 3D, aujourd'hui, en fait, il faudrait avoir une base de données hyper conséquente. Aujourd'hui, hein, je parle aujourd'hui, je ne sais pas demain s'il peut y avoir des algorithmes qui accélèrent ce mouvement, mais il faudrait une base de données assez conséquente pour avoir des résultats probants. Donc effectivement, on peut être considéré comme presse-bouton. C'était déjà le cas quand il y a eu la mocap. On a tous cru que l'animation 3D allait disparaître alors qu'il y a toujours des studios qui pratiquent le keyframe et qui pratiquent pas la mocap. Et à chaque révolution, il faut une adaptation. Là, on est en train de vivre une révolution bien plus grave que d'autres révolutions comme l'informatique, qui avait aussi révolutionné. Il y a plusieurs révolutions dans l'animation. L'informatique a révolutionné l'animation traditionnelle. La télévision et Internet a révolutionné la diffusion. Je pense qu'il faut prendre sérieusement l'intelligence artificielle parce qu'elle est là, parce qu'on peut pas, et hélas, en fait, c'est le constat qu'on fait, c'est qu'en fait, on peut pas y échapper. Alors, on peut s'opposer de plein de manières, notamment sur le fait de, bien sûr, protéger les artistes par rapport au contenu qu'ils diffusent sur le web, mais j'ai envie de dire un truc simple, si une personne a décidé de mettre son contenu sur Internet, n'importe quel contenu, en fait, potentiellement, quelqu'un peut le piller. C'est pas parce Donc, que la solution, enfin la situation était déjà pas ouf pour les autoristes avant qu'on se dit bah de toute façon c'est pourri, sautons dans le train en marche. non, c'est pas... Il roule vers la falaise. Faut pas caricaturer, hein. Je disais ce matin, en fait, on parlait avec Vincent d'un plugin sous Blender qui, avec un prompt, en fait, commence à modéliser des choses de manière step by step. Et bien sûr, en fait, on voit derrière, en fait, le travail qui peut disparaître. Mais je pense qu'on remplacera jamais enfin, c'est pas jamais, hein, faut jamais dire jamais. Mais on remplacera difficilement en fait l'artiste qui fera toujours mieux que En fait, ce qu'il faut prouver, c'est que l'artiste fera toujours mieux que la machine. Le seul bémol que je rajouterais à cette chose-là, je vais être un peu optimiste aussi, faut un peu l'être, c'est qu'on voit ce qui est produit actuellement par l'intelligence artificielle, pas plus tard qu'hier ou la semaine dernière, il y a eu un clip du Wu-Tang Clan qui a été sorti, mais il y a plein de clips maintenant qui sortent. En fait, on pourrait se dire, bon, effectivement, c'est assez dommageable de voir ce clip-là par le Wu-Tang Clan, qui sont quand même des artistes qui sont mondialement reconnus, qui ont déjà fait plein de clips, où ils avaient juste à être dans la rue et être filmés, et ça changeait rien à leurs clips et à leur musique. Bon, là, ils décident de faire un truc à base d'intelligence artificielle. Il se trouve que, il y a un gars qui les a aidés à faire ça. Le clip serait sorti de la même manière, avec le même mec qui aurait fait caméra à l'épaule, en train de les filmer dans la rue. Est-ce que vraiment, pour le coup, c'est un peu... Je me suis intéressé aux réactions que les gens pouvaient avoir en regardant ce type de contenu. Et c'est là où je trouve que c'est là où je suis pessimiste. Je pense que la population mondiale, en fait, n'est pas suffisamment éclairée sur ce qui se passe et sur la qualité qu'il peut y avoir. En fait, ils vont prendre le contenu comme un contenu poubelle qu'ils vont regarder j'appelle ça contenu poubelle, parce qu'aujourd'hui, ce que produit là, c'est franchement nul quand on voit le résultat. De manière professionnelle, je veux dire. Mais c'est vrai que les personnes qui regardent ces contenus, en fait, les regardent comme si les regardent en mangeant du popcorn, en s'intéressant pas du tout au contenu, et les regardent. Y a pas besoin. Je fais la comparaison avec McDonald's, quoi. McDonald's, c'est de la merde, mais pourtant, il y a toujours des gens qui mangent McDo, quoi, alors qu'on sait que c'est de la merde. Et je pense qu'il y aura toujours des gens qui vont consommer du contenu généré par IA. Et c'est là où il faut faire l'éducation populaire des gens, de dire, ça, c'est un contenu qui a de la qualité, qui est vraiment créé par des artistes. Et c'est un contenu qui est généré par ordinateur de manière aléatoire, pseudo-aléatoire.
on peut rappeler au-delà de notre propre secteur aussi que l'IA, le syndicat national des journalistes alerte sur les utilisations de l'IA générative en ligne parce qu'ils craignent justement des effets de désinformation de masse. Il y a eu notamment le cas, même au sein même des journalistes, de problèmes d'éducation justement sur savoir reconnaître de l'IA, avec au journal de France 2 il y a quelques mois un trailer du nouveau Superman qui avait été diffusé alors que c'était un faux trailer qui avait été créé par IA. Ils sont juste allés chercher le lien YouTube et ils n'ont pas réagi alors que c'était un fake. Et du coup, il y a beaucoup de risques pour l'information, que la population puisse s'informer selon le syndicat national des journalistes, que les IA rendent l'information d'autant plus difficile. Il y a aussi le risque au niveau donc éducationnel de la perte de savoir si les étudiants, les élèves dès le collège, voire dès la primaire peut-être, puisque maintenant on a des ordi de plus en plus tôt, qu'au lieu d'apprendre, ils fassent faire leurs devoirs uniquement par ChatGPT et qu'il y ait une perte de savoir assez importante. Et enfin, il y a un énorme risque aussi qui pèse sur une population pour le coup plus féminine, c'est tout ce qui est deepfake et revenge porn, où on va utiliser les IA génératives pour générer du contenu avec le visage d'une personne, pour juste créer du porno et l'humilier publiquement en créant ce faux porno avec son visage. C'est un truc qui est existant. Là pour le coup ça va bien au-delà de nos métiers, juste pour dire que les dangers de l'IA générative sont pas restreints finalement à nos métiers artistiques. Par contre, il y a un sujet sur lequel on n'a pas parlé de l'IA, c'est son impact écologique. Thomas l'a rapidement abordé, mais il faut rappeler qu'en parallèle là, nos producteurs avec le CNC viennent de mettre en place un outil qui s'appelle Carbulator, qui est un outil censé calculer justement l'impact énergétique. Alors c'est uniquement énergétique, c'est pas écologique, donc c'est pas tout, mais c'est l'impact énergétique de nos productions. Pour l'instant, c'est pas un encadrement pénalisant du CNC, dans le sens où le CNC, on doit déclarer en début de prod une prévision de consommation énergétique, et en fin de prod, on doit donner un autre rapport pour dire ce qu'on a plus ou moins consommé que ce qu'on avait prévu. Mais il n'y a pas de punition, entre guillemets, par le CNC si on dépasse cette prévision. Par contre, c'est assez intéressant de voir que l'IA générative, qui, elle, consomme énormément en eau et en électricité, finalement, elle n'a pas été tellement prise en compte par ce Carbulator. Et il y a d'autres outils qui existent en anime, dont EcoProd, si je dis pas de bêtises, et qui ont finalement pas pris en compte ces technologies-là, parce que c'est des technologies globalement externalisées. Et qu'à moins que, comme quelqu'un dans le chat en parlait, et comme Cédric tu en parlais, à moins qu'il y ait des IAG développés en interne dans les studios, c'est finalement pas quelque chose qui pourrait être pris en compte dans la consommation énergétique des studios, parce que c'est pas chez eux que c'est fait. Donc est-ce qu'il n'y a pas une logique de dédouanement des producteurs, de se dire de toute façon c'est pas moi qui produis Alors, si, bien sûr, que ce soit tous les producteurs, même Technicolor, on l'a vu au PIDS, ils en parlaient, Technicolor, de leur consommation d'énergie, et ils essayent de jamais prendre la faute sur eux, sur leur consommation, et ils rejettent tout soit sur les salariés, soit sur ce qu'ils externalisent, en disant « Ah, mais notre fournisseur extérieur, en fait, n'est pas vertueux, mais nous, on peut pas le gérer, c'est toujours de la faute des autres. » Il y a une volonté je voudrais... c'est pas moi qui gère. Je voudrais un peu nuancer ce que tu as dit, parce que je pense qu'il y a des trucs qui sont pas tout à fait vrais, mais c'est mon analyse. C'est que sur le carburateur et sur justement ce que EcoProd a fait. Alors EcoProd, c'est Anime France qui pilote maintenant EcoProd, faut le savoir. Mais et donc le carburateur qui est fait par les syndicats de patrons. Par l'entremise de salariés qui travaillent dans l'animation. Donc ce sera bientôt conditionné pour les aides, parce que c'est à ça que ça sert, c'est que ça va être conditionné pour les aides, notamment de crédit d'impôt international. Normalement, le carburateur, on est censé, carburateur ou pas carburateur, en fait, chaque entreprise est censée déclarer ce qu'il consomme, mais jusqu'au bout de la chaîne, du début au bout de la chaîne. Donc, y compris, par exemple, et c'est là où ça devient difficile pour les entreprises, jusque à la vente de cinéma, quoi. Le popcorn qui est vendu, enfin voilà, ça va vraiment jusque là. Par exemple, les salariés sont censés déclarer ce qu'ils mangent le midi. Donc nous, par exemple, à Elume, on a eu un sondage où on nous a demandé ce qu'on mangeait le midi. Et ça va bien plus loin que ça. Donc s'il y a de l'intelligence artificielle pris en compte, il faut aussi qu'ils le prennent en compte dans le calcul. Ils peuvent pas se défausser en disant que
ça peut pas rentrer dans le carburateur. En fait, le carburateur, il a été prévu pour justement prendre un maximum de paramètres. Il y a des paramètres qui sont plus compliqués à prendre en compte, comme ce que mangent les salariés le midi, ça reste de l'autodéclaration. Mais ils sont censés aller jusqu'au bout de la chaîne. Bon, on comprend leur difficulté aussi de se dire, le film, il va au cinéma. On peut pas interroger toutes les salles qui distribuent le film, qui distribuent le film pour savoir ce que eux consomment. Mais normalement, c'est ce qui devrait être fait en fait, c'est de dire du début jusqu'à la fin quand on produit. Pas vu dans le carburateur alors que j'étais à la formation qui expliquait comment l'utiliser. Et ils n'ont pas mentionné non plus justement les consommations externes, donc d'utiliser des logiciels où finalement les serveurs sont pas chez nous. Alors normalement, ils prennent en compte le hardware. Ils prennent en compte vraiment le hardware sur justement comment un ordinateur est produit, en fait, avec quels composants. En gros, il y a une espèce de moyenne qui est faite par machine, par type de machine, et c'est comme ça mais c'est toujours. En fait, le problème de ce carburateur, c'est de l'autodéclaration. Il n'y a pas une autorité compétente qui va dire j'impose, je fais un audit sur l'entreprise pour savoir quel est le coût carbone de cette entreprise. En fait, c'est de l'autodéclaratif, comme l'indice d'égalité professionnelle d'ailleurs, on peut en parler de ce truc, c'est autodéclaratif. Donc il faut vraiment, je pense qu'il faut le nuancer. Normalement, ce qu'ils devraient faire, c'est justement aller jusqu'au bout du début jusqu'au bout de la chaîne. Après, est-ce qu'ils peuvent remplir cette obligation-là ? C'est une difficulté qu'ils peuvent avoir et qu'on comprend aussi qu'ils peuvent avoir. Je défends pas les patrons là-dessus. Mais Cédric, je sais pas comment c'était passé pour Illumination, mais lors des PIDs Technicolor Micros avait parlé que du coup 52% des émissions de gaz à effet de serre, en tout cas de leur empreinte carbone, étaient dues aux salariés et à ce qu'ils mangeaient, et que du coup le patron n'avait pas la main sur ce que pouvaient consommer les salariés, là où il y a eu une question sur par exemple une cantine qui pourrait être mise dans une entreprise, pareil pour par exemple le compost, etc., où ils avaient dit que ça avait été compliqué et ils avaient botté en touche sur toutes ces questions-là en renvoyant la faute sur leurs salariés en disant si ils vont manger au restaurant et qu'ils ne mangent pas plutôt des plats avec moins de viande, ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute des salariés. Donc ça, c'était les conclusions qui avaient été tirées, et c'était les conclusions qui avaient été affichées au PIDS et par France VFX et Carburator, etc. Donc je sais pas comment ça a été fait à Illumination, mais en tout cas, nous, on pense que pour le moment, c'est un outil qui est très mauvais et qui du coup, les conclusions qui sont tirées ne sont jamais les bonnes, ou en tout cas sont toujours pour défausser le patronat et remettre la faute sur les salariés. Après, si vous pouvez manger moins de viande, c'est bien aussi. Hein. Alors là, je vais évidemment pas aller dans ton sens, hélas. Mais en fait, c'est une réalité. C'est une réalité, en fait. Qu'est-ce qui consomme le plus entre l'ordinateur et tout ce qu'on peut avoir comme électrique, comme coût hardware de fabrication d'ordinateurs, de transport de ces ordinateurs, qui encore une fois doivent être pris en compte dans le carburateur. Et le coût que ça a de manger de la viande rouge et de prendre sa voiture pour aller au travail. Voilà, c'est les deux facteurs qui sont énormément énergivores. Et en fait, c'est vrai de dire que si les salariés mangent à chaque repas le midi de la viande rouge, eh bien c'est un désastre écologique sans précédent. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la viande rouge, hein. Je rappelle aussi les poissons. Les poissons, c'est encore plus destructeur au niveau c'est encore plus destructeur que la viande rouge au niveau environnemental. Et ça détruit les océans, la pêche intensive. Et ça a des désastres écologiques encore plus énormes que la viande bovine notamment. Donc c'est vrai de dire qu'ils n'ont pas la main sur ce que mangent les salariés. Franchement, on peut le comprendre. Après, rester inactif à ça, par contre, ça c'est là où... Ils peuvent mettre en place des cantines. Voilà, par contre, c'est avoir la place. Ça peut être compliqué à mettre en place par des studios. Mais il faut dire aux personnes qui nous écoutent aussi qu'en fait, ils ont leur rôle à jouer dans tout ça et que l'entreprise ne peut pas imposer de manger autre chose que de la viande rouge ou du poisson de midi, en fait. Après, Alors, on s'éloigne peut-être un petit peu à proprement parler, parce que c'est vrai que le sujet de l'alimentation de tout à chacun, c'est vrai que c'est un sujet très important et qu'il y a l'écologie dans l'animation. Peut-être qu'on pourra refaire un Twitch intersyndical où on parlera d'écologie dans l'animation au sens plus large et de nos travaux en tant qu'artistes, autant au sein de nos productions sur ce qu'on écrit que en tant que responsabilité individuelle. Là, c'est vrai qu'il est déjà 21h41 et qu'on a encore des sujets
à aborder, notamment quelqu'un qui l'a demandé dans le chat, la crise que traverse le secteur et qui frappe assez fort quand même, surtout depuis 2024. Je rappelle un peu les chiffres rapidement, mais on a une crise multifactorielle qui nous touche depuis l'automne 2022 en gros et qui n'a fait que s'amplifier depuis. Il était question à l'origine, je reprends les termes d'Anime France qui avaient été présentés, c'était en 2023, oui, je crois que c'était en 2023, où la reprise devait être en 2025. Là, en novembre dernier, au Radiraf à Angoulême, les représentants d'Anime France ont plutôt parlé d'une reprise en 2027. Ça commence à faire loin. Et du coup, est-ce que les syndicats commencent ou ont déjà proposé des solutions ou des luttes auprès du gouvernement, auprès des députés, auprès de nos propres syndicats patronaux pour aider les salariés face à cette crise ou pour sortir de la crise? Je sais pas, là c'est très large comme sujet, c'est pas évident, mais qu'est-ce qu'on peut faire en gros? Qu'est-ce qu'il y a déjà sur le feu et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Bah effectivement, on est face à une crise qui concerne pas que l'animation, mais l'audiovisuel à échelle mondiale et qui est multifactoriel. Donc effectivement, il faut apporter des solutions aussi très différentes en fait pour régler cette crise. Et on le voit aujourd'hui avec pas mal de studios qui sont en difficulté, hein. Il y a eu Timto, mais là, plus récemment, Technicolor, hein, groupe qui est dans une situation assez délicate parce que effectivement, ils ont pas anticipé cette baisse d'activité et donc il y a les 6000 salariés à travers le monde du groupe qui sont concernés et qu'il faut absolument soutenir en fait. Et au SPIAC, on a des membres qui sont au CSE de Micros et qui témoignent un peu de comment se passe la situation et on est face vraiment à une crise catastrophique en fait. Ça veut dire que du jour au lendemain, on apprend que la boîte coule et que les salariés ne savent pas ce qui va leur arriver, quoi. Donc effectivement là, on est en plein dedans et ça touche vraiment de plein fouet le secteur. Donc c'est une situation qui est assez importante en fait et que les syndicats doivent saisir. Et aussi des salariés, donc en rejoignant les syndicats toujours, hein, bien sûr. Parce qu'on rappelle, on en est à 6 redressements judiciaires en moins de 6 mois, dont 3 des plus du top 10 des entreprises du secteur. Il y a eu Cybergroup, il y a eu Timto, il y a eu Micros qui fait partie du groupe Technicolor, et il y a la spécificité de notre intermittence aussi qui fait que quand un studio est en redressement judiciaire, les repreneurs ont aucune obligation de prendre les intermittents et nous pour le coup quand il y a licenciement économique on n'a pas d'indemnité, on n'a pas de filet de sécurité, il n'y a rien quoi. Voilà, donc on se retrouve avec notre alloc et puis basta. Effectivement, il y a quand même des mesures qui sont prises hein, au niveau institutionnel. Par exemple, à la fin de l'année 2024, le CNC a pris plusieurs dispositions pour favoriser notamment la création originale, soutenir la prise de risque des employeurs au stade du développement et faciliter aussi les coprods. Il y a aussi des accords interpro avec France Télé et le groupe TF1 et M6 pour renforcer les investissements dans l'animation. Plus généralement, il y a tout un modèle à repenser en fait dans les productions aujourd'hui avec essayer de diversifier vraiment son activité, et, revoir un peu son business model, avoir plusieurs sources de financement. Et éviter l'endettement, hein, parce qu'effectivement, on a vu Technicolor qui était lourdement endetté. Ça peut aller très vite. Et j'en profite pour rebondir sur une actualité qui concerne tout le domaine du spectacle. On est sur une situation en fait de mobilisation vis-à-vis de l'austérité budgétaire sur la culture actuellement. Ordonnée par le gouvernement, en fait, avec la stagnation des salaires, la réforme de l'audiovisuel public, la menace, effectivement, des intelligences artificielles, tous ces facteurs-là vont impacter lourdement aussi le secteur de film d'animation. Donc, j'invite tous les travailleurs et travailleuses à se saisir de cette mobilisation actuelle. Cette semaine, on est d'ailleurs en même temps, mais on va relayer en fait sur notre Insta
Et peut-être sur LinkedIn si vous l'avez fait, mais les appels à manif ou à regroupement, Voilà. on va les relayer. Hein. Donc, suivez les réseaux de la CGT Spectacle, hein. On appelle, notamment cette semaine, à une semaine de mobilisation, à une grève le 20 mars, pour justement mettre fin à cette austérité budgétaire. Parce que ça, déjà qu'on n'est pas, on est dans une situation délicate dans l'animation, mais en plus, si on réduit les budgets publics, ça va être terrible, hein. Oui, parce qu'il y a Christelle Morancet, la présidente de la région Pays de la Loire, qui s'est fait connaître, bon, elle était connue avant dans la région, mais qui s'est fait connaître pour avoir drastiquement réduit le budget de la culture, mais si je comprends bien, c'est le cas dans l'ensemble des régions. La baisse du budget général qu'il faut prévoir, elle va pas toucher que les Pays de la Loire, ça va être aussi le cas en Île-de-France, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, ça va toucher un peu partout en fait. Ouais, effectivement, il y a des appels à la manif où il y aura certainement des merguez et des mojitos, donc venez, on est bien. Mais non, on a dit plus de viande. Des merguez veggie. Ah, Alors, je veux pas dire s'il y a des Rennais dans le chat. J'ai fait des manifs avec vous parfois et c'est la seule ville où, en effet, j'ai vu un stand de merguez et où il y avait choix deux petits stands à côté, merguez vegan et merguez pas vegan. Et franchement, les Rennais, pour ça, je vous aime. C'est génial de faire la manif avec vous. Et côté SNTPCT, du coup, comment ça bouge ? Ben, la crise n'est pas qu'une crise française, elle est assez mondiale. On est tous très interdépendants de ce qui se passe aux États-Unis au niveau du VFX et de l'animation, surtout sur des longs métrages ou des très grosses productions qui peuvent embaucher pas mal de techniciens. La crise, elle a commencé d'abord à Hollywood avec le rapport de force qu'il y a eu entre les syndicats de salariés et les syndicats patronaux. Aussi sur un rattrapage de la bulle du streaming qui a explosé et du coup un rétrécissement des investissements des plateformes de streaming, mais aussi quelque chose qui date de plus longtemps que ça, même bien avant Covid, qui est le modèle économique globalement du cinéma d'animation et du VFX et des effets spéciaux. Il y a un documentaire qui a été fait qui s'appelle Life After Pi, donc la vie après l'Odyssée de Pi, qui est disponible sur YouTube. Je vais partager le lien là dans le chat. Hop. Et qui raconte l'histoire de Rhythm and Hues Studio, qui en 2013 a eu l'Oscar du meilleur VFX, 11 jours après avoir mis la clé sous la porte et donc être en banqueroute. Ce qui fait un peu rappeler à le César pour les meilleurs VFX à Emilia Pérez et donc à MPC, alors qu'ils sont en ce moment en liquidation judiciaire. Donc l'histoire se répète, les patrons n'apprennent pas de leurs erreurs, en tout cas, sont des très mauvais gestionnaires. Et à cette époque-là, il y avait eu un mouvement qui était de porter du coup un petit carré vert, parce qu'il y a aussi, en toile de fond, il y a aussi les délocalisations qui se sont mises en place. C'est-à-dire que on a d'abord fait du VFX en Californie, puis on l'a délocalisé à Vancouver, puis on l'a délocalisé à Montréal, puis on l'a délocalisé à Londres, à Sydney, et qui fait que par un mouvement de crédit d'impôt, en fait, les productions sont dispatchés partout dans le monde et du coup tout le monde est très interdépendant. Actuellement, pour Technicolor, beaucoup pensaient que toutes les productions iraient en Inde. Technicolor Inde a mis la clé sous la porte. C'est les premiers qui ont été sacrifiés, ce ont été les travailleurs d'Inde, de MPC et de Micros en Inde. Donc il y a un sujet qui est assez vaste sur comment fonctionne le modèle économique de notre métier, de sous-traitance de notre métier, et c'est des sujets qu'il faut porter au niveau du CNC et au niveau du ministère de la Culture, et c'est ce qu'on fait au SNTPCT. On se mobilise sur ce sujet-là pour aller discuter de cela au niveau du CNC et du ministère de la Culture par rapport au fonds de soutien et au crédit d'impôt. Donc je vous encourage vraiment à regarder le documentaire Life After Pi, qui est assez saisissant parce qu'on a l'impression que c'est le miroir de ce qui se passe actuellement, que ce soit en France ou chez nos copains au Canada. Je sais qu'en parallèle, le STJV, le syndicat des travailleuses du jeu vidéo, eux travaillent avec, essayent de contacter plutôt la commission culture et éducation de l'Assemblée nationale pour se faire entendre. Est-ce que c'est quelque chose qu'envisagent les syndicats, peut-être ? A priori, non. Vas-y, c'est bon. Ouais, j'aimerais bien que Vincent parle un petit peu, parce que chaque fois je prends la parole, mais en gros, c'est quelque chose que demande. Alors, c'était la blague de. J'étais un peu. Je vais être un peu saillant, quand même. Il se trouve qu'en fait, il y a un modèle économique qui est pro-patronal
que là, en vous écoutant tous, on accentue par le fait de les aider. Et c'est ce qu'ils nous ont demandé la dernière fois à la réunion, puisqu'on a abordé le sujet. La CNT a abordé le sujet en réunion de convention collective. Et le premier truc qu'ils nous ont dit, c'est aidez-nous en tant qu'organisation. Oui, en tant qu'organisation de salariés, à créer un mouvement, à parler avec le ministère de la Culture, à parler avec qui de droit pour nous aider à avoir des subventions, à avoir des fonds spécifiques au niveau du CNC, etc. Mais eux, ils auraient pas une meilleure chance d'avoir une écoute du ministère et Oui, d'ailleurs, c'était ce que le délégué syndical de la CFDT leur a dit, qu'ils avaient une meilleure écoute, eux, en tant que patrons, que les syndicats de salariés pouvaient avoir. Et c'est totalement juste ce qui a été dit par le délégué syndical CFDT, même si j'aime pas trop la CFDT. Mais là, sur ce coup-là, il avait totalement raison. Et juste, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, il faut aussi repenser le modèle économique d'aujourd'hui. Alors c'est peut-être un peu utopiste que de le penser, mais aujourd'hui le modèle qu'on connaît, il vit sur les subventions du CNC, du ministère de la Culture. On n'a pas notre indépendance vis-à-vis effectivement des grosses majors hollywoodiennes, et du coup on en paye aussi le prix aujourd'hui de ne pas avoir cette indépendance financière. Très clairement, la CNT va pas aider les patrons à faire en sorte qu'ils nous exploitent encore plus. Je pense qu'il faut vraiment un sursaut de la part des salariés, et nous, on n'a jamais été pour le salariat. Le salariat, c'est pour vivre, hein, qu'on l'accepte, entre guillemets, parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Quand on n'a pas d'autres moyens de le faire, c'est ce qu'il faut faire. Hélas, malgré nous, on a une fiche de paye parce qu'on se laisse subordonner par des patrons. Mais il y a d'autres modèles économiques qui existent, et je pense notamment au Scope. Il y a beaucoup de studios en Scope en France. Des petits, il y en a. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est une Scope ? C'est une société coopérative, c'est-à-dire que c'est les salariés qui possèdent en majorité l'entreprise en tant qu'associés. Ils mettent, en rentrant dans l'entreprise, ils peuvent ou pas, selon les structures, après les règlements intérieurs sont un peu différents, mais peuvent ou pas devenir associés à l'entreprise, c'est-à-dire rentrer des fonds dans le capital social de l'entreprise. Le minimum, c'est, je crois, 15 €, et il n'y a pas de maximum. Et chacun met ce qu'il veut, d'ailleurs, en rentrant dans l'entreprise, et part avec ce qu'il a mis, s'il souhaite partir de l'entreprise. Et c'est ce qui permet de générer un capital social assez conséquent. Il peut y avoir des investissements extérieurs, mais ils ne peuvent pas être majoritaires. C'est-à-dire que c'est toujours les salariés qui sont salariés associés, qui sont majoritaires de ces entreprises-là. Alors, ça ne va pas régler la crise actuelle, parce que très clairement, ce qui manque, c'est des productions. Mais les productions, c'est parce qu'on attend aussi qu'il y ait des productions qui soient faites ailleurs et financées par d'autres. Le sursaut qu'il pourrait y avoir, et moi j'en serais très heureux, parce que le modèle capitaliste se casse la gueule, j'ai envie de dire, nous à la CNT, on est contents. Parce que franchement, exploiter les salariés pour se faire des milliards sur leur dos, c'est pas le modèle qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est que les salariés reprennent leurs outils de production et deviennent eux-mêmes les créateurs et de leur propre entreprise. Donc j'invite les salariés qui sont dans ces sociétés, qui sont en train de se casser la gueule, à réfléchir à l'idée de reprendre l'entreprise à leur compte et ne pas laisser d'autres investisseurs reprendre leur entreprise. Voilà. Alors, j'ai une question naïve, du coup. Est-ce que s'il y avait eu suffisamment de travailleurs pour se mobiliser, est-ce qu'ils auraient pu proposer, comme pour des usines, comme ça arrivait chez Duralex par exemple, une proposition de rachat de l'entreprise ? Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. C'est et d'ailleurs, la proposition doit être faite d'abord aux salariés. S'il y a une proposition qui est faite de la part des salariés d'être en Scope, en tout cas, l'administration fait en sorte que ce soit les salariés qui soient privilégiés au niveau de la reprise, parce que c'est eux qui connaissent le mieux leur métier, leurs outils de travail et le cadre du studio dans lequel ils sont. Donc j'invite je dis pas que c'est facile de prendre ce genre de décision, et même moi, si ça m'arrivait, est-ce que vraiment je le ferais, je me pose la question. Mais en tout cas, c'est une éventualité qu'il faut considérer. Alors là, dans les offres de reprise, là, on prend l'exemple de Technicolor et de ce qui se passe notamment à Micros Animation. Il y avait très peu de salariés, parce qu'au final, en CDI, je crois qu'ils sont une vingtaine, et quelques même CDI cumulés avec les CDD d'usage. En fait, il suffit de deux personnes qui mettent 30 €, 15 € chacun,
pour reprendre la boîte. Alors après, est-ce que ça marche ou ça marche pas, c'est un truc. Il faut après venir avec des projets, venir avec des fonds étrangers, etc. C'est pas forcément simple, mais il peut y avoir aussi du mécénat et des dons qui sont faits par la communauté. Là, on voit ce qui s'est produit avec Cinecite. Cinecite, en fait, ils ont réussi à recapitaliser leur société avec 200 millions, je crois, qu'ils ont réussi à capter pour perdurer leur société. Ça aurait pu être aussi un appel des salariés à dire sauvons Micros Animation et donnons les moyens aux salariés de reprendre leurs outils de travail et de faire en sorte qu'ils puissent eux-mêmes en fait produire leurs films, leurs courts-métrages, leurs longs-métrages avec leurs idées à eux. Et je pense qu'il faut aussi sortir de cette idée que en fait le CNC, nous à la CNT on n'est pas pro gouvernement, enfin on est contre l'État et on souhaite sa destitution. Et c'est pas pour rien, c'est qu'en fait l'État impose des règles que la représentativité nationale ne peut pas corriger, on va dire. C'est le gouvernement, ils imposent des décrets comme ça. Il faut arrêter d'être dans une logique d'aide, de sous-perfusion en fait, du ministère de la Culture et du CNC. Alors pour les débuts de création de films, ça c'est important, je pense, parce que tout le monde ne peut pas se mettre en scope évidemment, mais il faut en tout cas doser un peu les choses. Et je trouve qu'aujourd'hui il y a trop de grosses usines, on va dire, à produire du cinéma d'animation et qui vont pas pour le mieux en fait. Et le fait qu'elles se cassent la gueule, c'est peut-être un mal pour un bien, pour essayer de penser à d'autres modèles économiques. Tu parles de l'exemple de Cinecite, mais pour le coup, Cinecite, c'est un très, très, très gros groupe mondial qui est aussi gros que ne l'est Technicolor. Peut-être qu'il gère mieux. En tout cas, de ce qu'on a vu, c'est quand même des investissements privés de banques, que ce soit Santander ou Barclays, ce qui va leur demander et ce qui va accroître la pression sur les salariés parce que les banques vont vouloir un retour sur investissement tout immédiat, et on l'a vu dans toutes les grosses industries. Tant que le modèle économique des effets spéciaux, donc du VFX, n'est pas remis en cause, ça n'avancera pas. Pour ce qui est de la scope au niveau des effets spéciaux, les effets visuels sont dépendants des productions de tournage qu'il y a. Il y a en plus, qui vient de se rajouter assez récemment, les incendies qu'il y a eu en Californie. Donc, pour les effets visuels, il y a quand même une dépendance forte à un autre corps de métier. Donc, ce qui fait que ces entreprises-là seront souvent des sous-traitants. Donc, le modèle de Technicolor, à part pour Micros, quoique Micros c'était quand même aussi pas mal un sous-traitant des très gros studios comme Nickelodeon, Paramount ou Netflix, c'est de fournir justement ces techniciens, cette technique, de fournir, mais de ne pas produire beaucoup in-house. Donc, la solution serait de produire des projets maison, mais ça marche pour l'animation, ça marche peu pour les effets visuels. Donc il faut remettre vraiment en cause ce système qu'on peut voir dans le Life After Pi, qui est dans les fonds de soutien, qui est dans les taxes rebates, donc les taxes d'investissement, et aussi les délocalisations. Oui, mais on peut aussi imaginer un autre modèle économique qui serait pas basé sur ce système-là. Le fait que l'animation n'est pas suffisamment diversifiée et pointe ses subventions et ses financements par des investissements étrangers, c'est déjà un problème. C'est pas parce qu'ils sont étrangers que c'est un problème, c'est parce que c'est des institutions qui veulent juste faire du fric. Et on est juste des robots pour eux qui exécutent les films qu'on va faire. Et eux, ils voient que les chiffres Enfin, on est dans une réalité, un marché économique qui finance le capitalisme, en fait. On est des pions qui financent le capitalisme. Donc, sortons de ce truc-là en faisant des projets peut-être moins gros aussi, parce que les salariés qui sont à Micros Animation, peut-être qu'ils n'ont pas envie de reprendre le truc en scope, je peux les comprendre. Mais s'il y avait des gens qui étaient prêts à reprendre comme ça une entreprise qui coule, et des fois c'est pas grand-chose en termes d'argent, hein, ça peut être 20 000 euros, s'il y a plusieurs, on peut reprendre... plusieurs, c'est aussi en faisant l'union qu'on fait la force. Il y a des scopes qui se montent dans des usines où tout le monde est smicard, donc je vois pas pourquoi dans l'animation ce serait pas possible. Mais la différence, c'est que dans les usines, souvent c'est des gens qui travaillent dans l'usine depuis plusieurs années ensemble, et je le dis pour avoir une amie notamment qui est dans ce milieu-là, et qu'ils se connaissent, ils ont ce côté finalement que nous on n'a pas de, et je mets des très gros guillemets, de famille, dans le sens où c'est des gens qui sont dans des communautés plus petites, qui travaillent et qui se connaissent depuis des années, là où nous, dans l'anime, finalement, on est, de par l'intermittence, on a des contrats courts, on se voit quelques semaines, quelques mois avec nos collègues, et puis après on bouge de studio à droite, à gauche, et on a peut-être moins, du coup, cette
cette cohésion que tu défends et dont on aurait peut-être besoin, oui, hein, pour racheter des entreprises, je dis pas, mais peut-être qu'elle manque encore un petit peu à notre secteur. Bah, c'est très vrai dans l'édition de logiciels. Il y a pas mal de scopes qui se sont montés. Alors, je dis pas que ça fonctionne au top du top hein, pour toutes les boîtes, mais il y a par exemple la boîte d'anime qui s'appelle l'Effet Spécial à Montpellier qui est en scope. C'est un exemple. Alors eux, l'activité, ça va pas bien du tout non plus parce que ils dépendent, ils sont prestataires de d'autres productions. Donc forcément, comme ils n'ont pas leur propre licence et leur propre... voilà. Mais un exemple qui est assez frappant dans l'animation, c'est le studio Hardman. Après que les créateurs aient laissé leur part aux salariés, aujourd'hui, en fait, c'est les salariés qui détiennent les actions du studio Hardman et qui sont décisionnaires de ce qui est fait. Et qui ne laissent pas la main à d'autres investisseurs financiers qui serait dans une logique capitaliste de juste faire du fric. Voilà, enfin, je veux dire, il y a d'autres réalités qui existent et ne tombons pas dans le piège que nous tendent les employeurs de vouloir faire perdurer ce système qui n'est de toute façon pas bon, puisqu'il est financé, encore une fois, à coup de subventions d'État, de régions. Combien de productions existent où il y a des financements de la région Île-de-France plus la région Angoulême. Ils ont juste demandé à un studio prestataire de faire, avec 10 salariés, de faire bosser des gens d'Angoulême pour toucher au final des subventions, mais pas pour réellement faire bosser ces gens-là. Donc en fait, et puis des fois, en fait, vaut mieux ne pas faire un projet que de le faire. Il y a une phrase de... C'est un autre sujet, on pourra peut-être parler une prochaine fois de la surproduction qu'on a en France, parce que c'est vrai que c'est aussi un sujet qui mériterait d'être développé, de la qualité et la quantité de prod qu'on fait dans le pays, parce que c'est vrai qu'on est quand même troisième producteur, enfin on était jusqu'à l'année dernière troisième producteur mondial, on est passé derrière la Grande-Bretagne cette année. On n'a pas discuté de tout ce qu'on voulait ce soir, mais on a pu aborder quand même pas mal de sujets. On mettra tout ça en ligne après coup derrière. S'il y a des sujets dont on n'a pas parlé là, je rappelle qu'on sera à Annecy au festival, donc il y a peut-être des sujets de ce soir qu'on pourra aborder la prochaine fois au Carrefour, vu qu'il y aura très probablement une rencontre intersyndicale pendant la semaine. Et que sinon, il y a toujours aussi, si vous êtes du côté d'Angoulême, des rencontres assez fréquentes avec les syndicats, avec le collectif Animation 16, et que si vous êtes à Valence, c'est avec le collectif Les Étincelles, si je dis pas de bêtises. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Merci, j'avais un doute. Et du coup, il est toujours temps, si là on n'a pas pu parler de tout, si vous n'avez pas pu poser vos questions, de poser des questions en parallèle aux syndicats, allez les voir, envoyez-leur des mails. Je sais que le SPIAC a aussi un Discord qui est ouvert aux non-syndiqués. Thomas, tu confirmes? Je dis pas de bêtises? Tout à fait. Et que du coup, vous pouvez totalement aller leur poser des questions sans pour autant être syndiqué. C'est mieux de se syndiquer, mais vous pouvez aller leur poser des questions sans l'être. Vous pouvez aussi nous appeler, hein, on a une ligne directe et on prendra toutes les questions, que ce soit de personnes syndiquées ou non, quoi. Pareillement, pour le SNTPCT, on a un numéro de téléphone qui est disponible sur notre site, notre nouveau joli site. Hein. Allez-y, faire un tour. Je sais qu'il y en a certains qui se souviennent de l'ancien site, mais on a un nouveau site internet qui est plutôt joli. N'hésitez pas, oui, n'hésitez pas à venir nous voir. Aussi, on accueille tout le monde sur rendez-vous au 10 rue de Treteigne, donc dans le 18e. On serait ravis de voir tout le monde syndiqué ou pas. Pour les Parisiens, on a aussi pas mal de syndiqués à travers la France, dont un gros local à Angoulême. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre. On est très sympa et on a tout le monde, que ce soit effets visuels, animation. On a tous les âges, on a tous les courants. Donc voilà. De manière générale, pareil, si vous avez des questions aux intervalles globalement, que ce soit sur Discord, LinkedIn, mail, on a un Linktree. N'hésitez pas à nous poser des questions. En général, on répond dans moins de 24 heures. Et si on n'est pas forcément toujours on n'est pas en mesure de vous donner des réponses très précises, on saura vers qui vous aiguiller. Donc de la même manière, pas hésiter à nous contacter. On est aussi là pour ça. De toute façon, on est là aussi pour faire le point avec les syndicats et organiser ce genre de rencontres pour que les syndiqués et les non-syndiqués puissent discuter et savoir sur quoi travaillent nos syndicats actuellement. Et du coup, j'espère que tout le monde... faire un petit aparté. Termine une mini aparté, puis après on va saluer tout le monde. Ouais, bon, je vais pas revenir sur on a aussi des permanences à la CNT. Enfin bref, c'est le truc de base des syndicats.
Juste pour dire, en fait, ce soir, pour ceux qui habitent en région parisienne, il y a les jeunes le collectif de jeunes de Belleville qui va se faire déloger de la Gaîté Lyrique par les forces de l'ordre. Donc j'invite toutes celles et ceux qui se sentent concernés par ce qui arrive pour les 500 jeunes qui vont se faire délocaliser, qui vont se faire expulser, pardon, de la Gaîté Lyrique, d'aller les aider ce soir et demain matin. Voilà. En précisant du coup qu'il n'y a pas d'alternative proposée par la mairie, c'est ça? À la mairie, en gros, c'est la mairie renvoie la balle à l'État, l'État envoie la balle à la mairie. Il n'y a pas d'alternative de logement proposée à ces jeunes, et là il est question du coup de les virer du seul local qu'ils ont pu occuper pour se protéger du froid. C'est ça. Bah, de toute façon, n'hésitez pas à rejoindre les syndicats, parce que même au-delà de nos luttes au sein du film d'animation, il y a des luttes plus larges, comme celle là pour les mineurs sans papier, auxquelles prennent part les syndicats, et il y a aussi une vague fasciste qui nous arrive, il faut le reconnaître, hein, dans la tronche. C'est pas très joyeux comme conclusion, je me merde un peu. Désolé. Et du coup, c'est important de se syndiquer aussi pour essayer de prévenir et de lutter contre cette vague fasciste qui nous arrive dessus. Donc, syndiquez-vous, rejoignez les intervalles si vous voulez, posez-nous des questions, on est là pour ça, on est ouvert. Et d'ici à ce qu'on recrée un Twitch, bah, merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient ce soir là avec nous dans le chat. Et merci beaucoup à tous les participants qui ont bien voulu de nous donner leur soirée pour discuter de ces sujets. Merci. Merci tout le monde. Au revoir et syndiquez-vous. Hein. N'oubliez pas de vous syndiquer. Oui. Merci à tous. Syndiquez-vous. Bonne soirée. Bye.